Ce gros est si maladroit que lorsqu'il a essayé l'épée de sa famille, il s'est poignardé avec. Il survit de justesse et quelque chose en lui change complètement. Il arrête de manger constamment et se met à s'entraîner. Le gros commence à courir toute la journée et travaille sur son noyau de mana à chaque pause. Puis il s'entraîne jour et nuit, balançant son épée en bois encore et encore. Il ignore sa fatigue et même lorsque l'instructeur lui dit d'arrêter, il n'écoute pas. Il continue encore et encore même quand il pleut jusqu'à ce que ses mains soient écorchées et saignent et que son épée en bois se casse finalement. En seulement un mois, il perfectionne chaque mouvement. En regardant ses mains usées, il est complètement satisfait du résultat, mais le corps humain a ses limites et il finit par perdre connaissance d'épuisement. Pourtant, il continue de s'entraîner et après un certain temps, il n'est plus gros. Même son maître d'armes est choqué par ses compétences en technique de l'épée et de mana. Alors, qu'est-ce qui a fait changer autant ce gros? Eh bien, le fait est que son corps est maintenant possédé par l'âme de l'épée avec laquelle il s'est poignardé, et ce n'est pas une simple épée du tout. C'est l'histoire du point de vue d'un héros qui a été réincarné en épée. Au cours de nombreux siècles, il a été manié par de nombreuses légendes, mais le lien le plus significatif que cette épée ait jamais partagé était avec une seule personne, un héros nommé Léon Berg. Malgré les origines modestes de cet homme en tant que paysan, il a gagné le titre de saint de l'épée par pure détermination et a manié cette lame magnifique. Même si l'épée était passée entre les mains de nombreux, Léon Berg était le seul qu'il considérait comme un véritable compagnon de cœur. Ils ont voyagé de continent en continent, passant des décennies à traverser et purifier le monde ensemble. Finalement, le jour de faire face au boss final est arrivé, le dragon blanc des montagnes de Givre. C'était une bête colossale aux écailles argentées qui a épuisé chaque once de force de Léon Berg avant qu'il ne parvienne à la tuer. Hélas, bien qu'ils aient restauré la paix dans le royaume, un exploit qui a offert à Léon Berg l'opportunité de devenir souverain de la nation, la victoire a eu un coup. Avec le monde voyant à nouveau le soleil et les roses, l'épée a finalement été mise au repos après des siècles à massacrer des monstres. Elle a été transmise à travers la lignée de Léon Berg pendant des générations, mais aucun successeur n'a pu combler le vide laissé dans le cœur de l'épée par son ami bien-aimé. Avec chaque prince qui est venu dans les générations suivantes, ils sont devenus de plus en plus incompétents et médiocres. Cette médiocrité a atteint son apogée lorsque l'épée a été transmise à un jeune obèse bon à rien. Au moment où le prince obèse brandit son arme légitime, l'épée est consternée. Ce porc est un gamin mal élevé sans aucune connaissance de l'art de manier une lame. L'épée effectue rapidement une vérification des statistiques et une fenêtre au système affiche tout ce qu'il doit savoir sur le garçon. Son nom est Idrian Leonberg, un enfant obèse de 16 ans qui est littéralement affaibli 7 fois, si je compte correctement. En termes plus simples, ses traits le décrivent parfaitement comme un bon à rien avec peu ou pas d'endurance. De plus, il souffre d'un trouble de sensibilité au mana. Même si le nom de famille de l'enfant l'identifie clairement comme un descendant de Leonberg, ses statistiques pathétiques suggèrent le contraire. Le garçon est si faible qu'il a du mal à simplement soulever l'épée à la verticale. Il aboie beaucoup mais ne mord pas, et ses proclamations constantes agacent l'épée. Après avoir récité le nom du héros saint, l'enfant met toute sa force à soulever la lame et commence à balancer l'arme sans but, terrifiant tous ceux qui l'entourent. Alors que ce gros tas de graisse charge aveuglément, les serviteurs ont à peine le temps de se disperser pour éviter de recevoir un coup perdu. La stupidité atteint son paroxysme lorsque le prince maladroit trébuche sur ses propres pieds et finit par pointer accidentellement la lame tranchante vers son propre ventre. En tombant, il n'y a pas de retournement de situation. Il finit effectivement par se faire empaler par sa propre épée. Tout le monde présent est horrifié par la tragédie et court soutenir le jeune prince. Mais n'oublions pas l'épée qui passe un très mauvais moment en ce moment. Cependant, je suppose que la mort de l'enfant n'est pas si terrible après tout. Laissez-moi expliquer pourquoi Idrian n'a pas réussi à hériter de traits qui le feraient ressembler à un véritable descendant de Leonberg. Il se distinguait uniquement pour de mauvaises raisons. Il était arrogant, malgré son manque de talent, et sa cupidité était sans limite. Pour faire court, il était la véritable incarnation des 7 péchés capitaux, que ce soit la luxure, la paresse, la gourmandise ou l'avidité. S'il devait devenir le prochain successeur au trône, il n'y aurait plus de royaume à gouverner. Pourtant, cette maladresse qui l'a empalé est sur le point de changer le destin du royaume pour de bon. L'épée finit par posséder le corps du prince au moment où il devient sans âme. En quelques jours seulement, le personnel travaillant dans le château commence à remarquer un changement drastique et sans précédent dans la personnalité de l'enfant. Il agit comme s'il avait perdu la mémoire. L'enfant refuse même de se souvenir ou de reconnaître le maître qui a toujours supporté ses absurdités. Bientôt, le roi arrive dans la chambre pour rencontrer son fils. Rien qu'en regardant, il est assez évident pour l'épée arrogante que cet homme doit être le père du gamin. Il est quelque peu surpris que le roi n'ait pas l'air aussi pathétique que son fils. Quoi qu'il en soit, le père trouve le manque de manière de son fils assez troublant car Idrian n'a même pas pris la peine de le saluer. Le professeur d'Idrian essaie de protéger son disciple, affirmant que l'enfant traverse des problèmes de perte de mémoire. Les chevaliers royaux sont choqués par la nouvelle et suggèrent que les médecins royaux de la maison examinent l'état mental du prince. Un peu plus tard, une fois que le médecin a terminé d'examiner le garçon, il conclut qu'il n'y a pas de blessures physiques au cerveau, bien qu'il soutienne qu'un traumatisme ou un choc psychologique doit avoir causé cet état d'amnésie.
On dirait que le roi n'est pas totalement convaincu, et Idrian peut sentir le scepticisme de sa majesté de loin. Le roi lui fait savoir que prétendre simplement oublier toutes les fautes qu'Idrian a commises ne les annulera pas. Même si Idrian a perdu toutes ses expériences passées, cela signifie qu'il a aussi perdu toutes les leçons qu'il aurait dû tirer de ses erreurs. Rien que l'idée qu'ils sont littéralement revenus à la case départ concernant la croissance d'Idrian est exaspérante. Après avoir fait savoir à son fils à quel point il est pathétique, Sa Majesté quitte la chambre. Pendant ce temps, Idrian, enfin l'épée dans le corps d'Idrian, n'apprécie pas du tout la façon dont il est traité. Cela le fait se demander à quel point ce gamin devait être perturbé pour se forger une telle réputation. Heureusement pour lui, il y a au moins une personne qui le traite comme un être humain, sa chère mère qui adore son fils inutile jusqu'à la dernière goutte. Enfin, elle trouve même que ce sac de pommes de terre est un gars plutôt beau. La mère aimante est juste heureuse d'avoir retrouvé son fils. Dieu seul sait comment elle aurait vécu sans lui. L'épée ne pouvait que ressentir de la pitié pour la mère, pleurant un fils qui est déjà en train de pousser des marguerites. La nuit tombe et la mère heureuse décide finalement de se retirer dans sa chambre. La voir si joyeuse force l'épée à réfléchir à la réalité de sa situation. Il a littéralement fini par tuer le descendant de son ami alors qu'il était censé les protéger. Pourtant, l'épée essaie de se convaincre que ce n'était pas de sa faute et que pleurer sur le lait renversé ne servira à rien. Actuellement, le moins qu'il puisse faire est de profiter de cette chance pour arranger les choses et réparer tous les échecs de l'Idrian original. Ce corps est gros et n'a rien de bon à offrir. Avec cela en tête, il détermine sa première action, se renforcer. Il prévoit de commencer sa quête de pouvoir en forgeant un cœur de mana en lui-même. Confiant, Idrian inspire et commence à concentrer le mana, mais cela s'éteint comme si rien ne s'était passé. Son corps refuse clairement d'accepter l'afflux de mana. Il réessaie, se forçant autant qu'il peut, mais échoue à nouveau. Idrian réalise de la manière la plus dure que ce corps est brisé au-delà de toute croyance. Alors qu'il se noie dans le chagrin, un rayon d'espoir arrive sous la forme d'un serviteur. La servante a apporté un tonique envoyé exclusivement par la reine. Le tonique n'a peut-être pas beaucoup de goût, mais il s'avérera très puissant pour son corps incompétent. Alors que la servante insiste pour qu'il le prenne, elle commence à redouter le pire. Vous voyez, ce n'est pas la première fois qu'elle apporte ce tonique, et étant donné la réaction agressive d'Idrian auparavant, elle craint que l'histoire ne se répète. Mais heureusement pour elle, contrairement au véritable bon à rien d'Idrian qui n'a jamais compris la valeur de ce tonique importé, notre Idrian peut clairement voir que ce liquide est enrichi en mana. Sans attendre une minute, il arrache la tasse du plateau et commence à la boire d'un trait, à la grande surprise de la servante. Une fois qu'il a fini de vider le bol, il congédie sévèrement la servante. Avec son départ, il essaie de consolider à nouveau le mana dans ses mains. Heureusement, le tonique qu'il a bu n'était pas une arnaque après tout. Bien que la quantité de mana qu'il est capable de consolider soit encore insuffisante, il décide d'expérimenter davantage. Il suit rapidement la servante qui lui a servi le tonique et lui demande si elle en a encore de cette bonne chose. Quelques jours passent, et le sourire gourmand sur le visage joufflu d'Idrian est une preuve suffisante qu'il a enfin réussi à créer un cœur de mana. Pour lui, créer un cœur de mana aurait été un jeu d'enfant si ce n'était pour son vieux corps. C'est précisément pourquoi il a oublié de prendre en compte une variable. Le mana enflammé dans son cœur commence à infliger une quantité astronomique de douleur. Ses entrailles semblent être en feu et sa poitrine est sur le point d'exploser à tout moment. Oui, créer un cœur de mana a toujours été un processus douloureux et s'il échoue à le surmonter et perd connaissance, il est condamné. Alors, l'enfant fait de son mieux pour se concentrer et s'harmoniser avec le mana qui envahit son cœur. Finalement, il surmonte avec succès la partie la plus éprouvante du processus et ses efforts ne sont pas vains. Il se sent fier de lui, non seulement parce qu'il a réussi à créer un cœur de mana, mais parce que cette fois, le cœur de mana lui appartient. Dans sa vie passée, il a aidé ses maîtres à manier un cœur de mana, mais cette fois c'est différent et il peut à peine contenir son bonheur. Avec le cœur de mana complété, il reçoit une notification du système, du même type qu'Idrian envoyait à ses porteurs, mais cette fois, c'est lui qui les reçoit. Avec une fenêtre du système qui s'ouvre, une rafale suit, à la grande surprise de notre gros bonhomme. Pour faire simple, son corps faible empêche encore de tirer pleinement parti du potentiel du cœur de mana. Ainsi, il est autorisé à utiliser seulement quelques compétences intéressantes parmi beaucoup. Pour l'instant, il ne peut accéder qu'à 2 autorités, troisième œil et troisième oreille. Et même alors, il ne peut utiliser ses compétences que dans une certaine limite. Comme les noms le suggèrent, le troisième œil lui permet de voir plus clairement, tandis que le troisième oreille lui permet d'entendre un large spectre de fréquences. Il peut même entendre les servantes bavarder à son sujet pour toutes les mauvaises raisons. Mais avant qu'il ne puisse surveiller davantage les serviteurs, un voile d'épuisement le submerge, alors que la consommation de mana lui fait perdre la vue. Bien sûr, Idrian n'apprécie pas ces restrictions imposées pour limiter son potentiel. À l'époque où il n'était qu'une simple épée, il avait la capacité de voir et d'entendre tout dans toutes les directions. Mais en ce moment, il ne peut extraire à peine assez de mana pour utiliser le troisième œil et la troisième oreille pendant un bref instant. Cependant, il est optimiste qu'une fois sa capacité globale de mana augmentée, il sera capable de faire bien plus que cela. Bien que sa capacité de mana soit faible, son appétit est tout aussi grand, et il est actuellement affamé. Dans sa quête de pouvoir, l'épée a presque oublié qu'il habite un corps humain et doit s'y habituer.
Un peu plus tard, il revoit sa mère aimante et elle est bien plus heureuse que nous l'avions vue auparavant. La source de son bonheur vient du fait que son fils a effectivement consommé jusqu'à la dernière goutte du tonique qu'elle a envoyé. Alors qu'elle est occupée à lui donner de l'affection maternelle, un nouveau personnage apparaît. Quand sa mère lui demande s'il reconnaît cette personne, Idrian le nie effrontément. Eh bien, cet homme a l'air sérieusement intimidant et le frère de sa mère, en gros l'oncle d'Idrian. La mère espère que son frère aidera son neveu avec ses souvenirs perdus. Cependant, l'oncle a une perspective différente sur la situation de l'enfant. Les souvenirs qu'Idrian détenait n'avaient aucune importance pour commencer. Donc, c'est essentiellement un effort vain d'aider à récupérer cette collection inutile. Cette remarque grossière fait réaliser à notre garçon que cet homme a une rancune tenace contre Idrian. Pour l'instant, l'homme ne peut promettre qu'une chose, aider Idrian à perdre son excès de graisse et à gagner du muscle. Attendre de lui qu'il fasse plus que ses capacités actuelles serait trop demandé. Eh bien, la mère est reconnaissante même pour cela. Pendant ce temps, la façon dont ce type regarde notre garçon avec des yeux prédateurs dit à Idrian qu'il est foutu, au sens figuré. Dans la scène suivante, le pauvre gars est violemment jeté au sol. Le salaud fixe littéralement le gamin inoffensif comme un loup affamé. Il se fait bien comprendre. Idrian n'est pas autorisé à respirer à moins d'en avoir la permission. Ce n'est que s'il en a envie qu'il enseignera à Idrian l'art de l'épée le plus convoité et sacré de la famille. Bien sûr, cela met notre gros bonhomme hors de lui. Pour quelqu'un qui est responsable du succès de cette famille, c'est assez humiliant que ces gars agissent de manière si ingrate envers la personne même qui a créé leur style. L'Idrian enragé se relève et jure que dans 6 mois, il fera en sorte que l'oncle le reconnaisse. S'il échoue, il est prêt à devenir une marionnette aux caprices de son oncle. Par conséquent, s'il gagne, il veut que son oncle lui accorde un souhait. Confondant la confiance de l'enfant avec de l'arrogance, l'homme le plus arrogant du monde cède immédiatement aux conditions de l'enfant. Idrian intériorise sa situation. Même s'il a proclamé la victoire avec audace, il sait très bien que ce corps va lui faire vivre un enfer. Enveloppant son corps de mana, il commence un sprint dans l'intention de brûler l'excès de graisse. Soudain, l'oncle remarque la présence de mana dans le corps d'Idrian, ce qui le choque jusqu'à sa dernière cellule cérébrale. Il interrompt immédiatement le sprint d'Idrian pour poser une question curieuse. A-t-il déjà créé un cœur de mana ? Mon gars ne rate pas l'occasion de s'en vanter parce qu'il veut désespérément que son oncle soit choqué. Il s'avère que son oncle est effectivement déçu, mais pas pour la raison que l'on pourrait penser. Il est agacé, se demandant qui lui a suggéré d'aller jusqu'à développer un cœur de mana, car la dure vérité est que c'est une technique réservée uniquement aux mercenaires de bas niveau. Voilà. Toute la confiance que notre garçon avait a été écrasée par une seule révélation. Ce qu'il a appris ne vaut pas un sou. Un peu plus tard, sa confiance auparavant gonflée comme son ventre s'est dégonflée et le frère est en train de perdre pied en réfléchissant aux paroles de son oncle. Son oncle a démontré sa force en formant un anneau de mana et en frappant Idrian avec. Ce seul coup anéantit le mana sur lequel notre garçon comptait tant. La technique utilisée par son oncle, à savoir les chaînes de mana, peut être utilisée pour écraser l'aura générée par un cœur de mana. De plus, il est bien plus facile et stable à utiliser. Même la famille du comte Eli, qui s'accrochait à la tradition du cœur de mana, est tombée en ruine complète il y a un siècle. Maintenant, plus personne n'essaye d'utiliser le cœur de mana. Avec ces nouvelles révélations, Idrian est contraint de revenir à l'apprentissage de la théorie de base des chaînes de mana. Voici une petite explication de la façon dont l'utilisation du mana est catégorisée. Les mages s'appuient souvent sur des cercles de mana, tandis que les chevaliers tissent des chaînes de mana. Le rang du chevalier est déterminé par le nombre de chaînes qu'il peut tisser. Le premier royaume est la chaîne unique, puis la double chaîne, et cela descend jusqu'au royaume de la pentachaîne. Après avoir absorbé les connaissances les plus pertinentes concernant ce monde, il réalise que son oncle ne racontait pas n'importe quoi après tout. Il lit également un mot-clé familier dans le livre, Altringen. En réfléchissant au passé, Idrian se souvient d'une époque où un homme nommé Ernest Altringen était venu le chercher. Cet homme possédait des arts étranges qui n'étaient ni de l'escrime ni de la magie. Cette réflexion met un sourire en coin sur le visage de notre garçon, comme s'il avait compris ce qu'il devait faire ensuite. Un nouveau jour arrive avec une nouvelle confiance. Dehors, alors que notre garçon s'étire pour l'entraînement à venir, son oncle arrive et demande s'il a lu les livres qu'il a reçus la nuit dernière. Si oui, alors Idrian doit avoir réalisé à quel point il était stupide de créer un cœur de mana. Cependant, contrairement aux attentes de l'aîné, la confiance de notre garçon en son cœur de mana est revenue. En fait, elle a doublé. L'homme le confronte, demandant s'il est juste aussi stupide ou s'il essaie de faire l'idiot. Idrian décide de laisser sa démonstration parler d'elle-même. Il commence à exsuder du mana et corrige son oncle, affirmant que différents cœurs de mana ont des mécanismes de fonctionnement différents. Comme prévu, son oncle ne prend pas ses paroles au sérieux le moins du monde, et pense qu'Idrian agit simplement comme ces mercenaires têtus et chétifs qui ont trop confiance en eux. Ces mêmes mercenaires n'ont littéralement pas réussi à dépasser même 2 chaînes avant de succomber à l'échec, bien qu'il lance un défi ouvert à Idrian. S'il pense qu'il est vraiment différent, alors il peut le prouver en battant un chevalier à double chaîne. S'il réussit, l'oncle promet de devenir son tuteur, comme sa mère le souhaitait. Idrian, cependant, essaie de titiller son oncle, se demandant à voix haute si avoir son oncle comme tuteur est même bénéfique. Cette remarque est perçue comme une insulte grave à l'honneur du chevalier.
Lui, qui se proclame comte du royaume, commandant de l'armée du Nord, maître des lanciers noirs, et l'un des 5 lions d'argent au service de sa majesté, un chevalier qui a tissé 4 anneaux, un chevalier à 4 chaînes, ne tolérera pas une telle insolence effrontée, remettant en question sa compétence. L'homme terrifiant commence à libérer une quantité effrayante de mana, si intense qu'elle brise le sol sous ses pieds, juste pour faire passer son message. Il espère que cela suffira à prouver sa compétence. Eh bien, cet homme est authentique et Idrian l'apprend à ses dépens. Avant que l'oncle n'aggrave la situation au point de menacer la vie du jeune prince, les chevaliers à proximité n'ont d'autre choix que de lever leurs armes contre le comte. Les enjeux sont élevés, et Idrian réalise enfin que cela va demander bien plus d'efforts qu'il ne l'avait initialement pensé. Peu de temps après, Idrian est allongé sur le sol comme un sac de blé, exaspéré par le cardio épuisant qu'il fait pour perdre toute la graisse indésirable à laquelle son corps aime s'accrocher. L'image arrogante du comte continue de surgir dans les souvenirs de notre garçon. S'il échoue à vaincre un chevalier à double chaîne, ce salaud au visage narquoisement cicatrisé va l'humilier et le mépriser toute sa vie. Alors que notre garçon retourne dans sa chambre, il est soudainement accueilli par le médecin, qui l'attendait. Tandis que le médecin fait de son mieux pour l'amadouer avec des salutations et des politesses, le gros veut qu'il aille droit au but et en vienne à l'ordre du jour. Il s'avère que cet homme a été ordonné par la reine de guérir le jeune prince pour l'aider à récupérer plus vite, mais notre garçon évite ce sort de guérison comme la peste et met l'homme à la porte de sa chambre parce qu'il n'est pas intéressé par la guérison magique. Après tout, la magie de guérison fonctionne comme une inversion du temps. Cela annule toutes les micro-blessures et l'usure des muscles, ce qui signifie que son corps ne pourrait pas croître naturellement et ses efforts seraient gaspillés. Un jour en particulier, alors que notre garçon prend son repas, son grand frère fait irruption dans la salle à manger. Bien sûr, l'épée ne reconnaît pas ce bavard, alors un chevalier se penche à son oreille et comble les blancs pour lui. Eh bien, ce type est le 3e prince, et je peux dire qu'il est votre frère typique de manois toxique. Même maintenant, il est là pour se moquer d'Idrian à propos du récent incident où il s'est littéralement empalé avec sa propre épée et a failli mourir. Bien sûr, mon gars n'est pas intéressé à répondre à de telles piques évidentes et veut que son prétendu grand frère fasse quelque chose de productif de son temps. Le frère qui cherche à provoquer la colère se fait lui-même provoquer et décide de passer à la prochaine rumeur qu'il a entendue. Le bruit court qu'Idrian a fait un pari avec le comte Bellard, et comme le pari implique que notre garçon affronte un chevalier à double chaîne, le frère sournois et malveillant se porte volontaire pour être son adversaire. Notre garçon n'a aucune idée de qui était cet imbécile. Tout ce à quoi il peut penser, c'est pourquoi les descendants de cette famille sont tous agaçants. Celui qui vient de se moquer de lui est le 3e prince, le prince Ghislaine, connu pour son talent en escrime. Le prodige a formé 2 anneaux à l'âge de 4 ans, donc il est absolument une force avec laquelle il faut compter. Une servante arrive pour interrompre la mêlée et révèle un tas de lettres pour Idrian. Notre garçon n'a aucune idée de pourquoi toutes ces lettres lui sont adressées, alors qu'il n'y avait aucun intérêt pour lui auparavant. Soudain, son attention est attirée par le sujet des lettres. Beaucoup de lettres demandent un duel avec le prince. Certains se proposent pour devenir ses partenaires d'entraînement. En résumé, toutes ces personnes essaient essentiellement de comploter pour tabasser le prince gratuitement. Notre garçon est royalement furieux de voir l'audace de ces gens. Pour les aider à exprimer leur frustration, il interpelle cette servante et lui ordonne de noter tous les noms des personnes qui ont envoyé ces lettres. Dans la scène suivante, le gars est en pleine séance d'entraînement quand soudain, le commandant du Nord lui lance une épée en bois, croyant fermement à l'idée d'enseigner au prince un certain niveau d'escrime. Il ne veut pas entendre l'excuse d'être blâmé parce qu'il n'a pas pu enseigner au prince. Idrian se baisse pour ramasser l'arme, un peu agacé que ce type n'ait pas pu simplement lui tendre l'épée poliment. Mais à ce moment-là, quelque chose se passe. Tout son corps sursaute alors que ses muscles se contractent soudainement. Cela amène Ballowhard à se demander si le garçon a déjà reçu un traitement de magie curative. Notre garçon le nargue de ne pas connaître la raison, même s'il est chevalier. Après tout, une fois que vous recevez la magie de guérison, les muscles reviennent simplement à leur état d'origine et refusent de croître. Ballowhard est d'accord avec ce point et se retourne, partageant qu'il ne cherchait pas à se concentrer sur la magie de guérison de toute façon. Pour l'instant, il va démontrer une compétence qu'il veut qu'Idrian observe avec la plus grande attention. Cette technique est la technique secrète de l'épée du royaume, celle que ces chevaliers utilisent pour construire leur fondation de base. L'arme se balance avec férocité alors que le chevalier tranche dans toutes les directions. Son impeccable démonstration de maniement de l'épée se termine par une magnifique spirale finale alors que Ballowhard laisse le prince sans voix. À la fin de cette belle démonstration, Idrian se demande si c'est vraiment la technique de base pour les chevaliers. Ballowhard le prend comme une insulte et explique que les armes d'entraînement manquent de tranchants, mais qu'il vaut mieux s'en tenir aux bases pour apprendre l'art de l'épée. Soudain, le frère commence à rire au nez de son professeur. Idrian a réalisé comment la maîtrise de l'épée a évolué. La grande maîtrise de l'épée qui a massacré le dragon fou est en fait maintenant utilisée comme une technique d'entraînement insignifiante. Le visage de Bro est dévasté tandis que son maître l'exhorte que cette technique ne suffira pas à lui faire gagner le pari. Alors après les bases, il pourrait toujours aller voir un autre enseignant. Le prince Idrian rejette l'idée d'un autre style d'escrime, croyant fermement que cette technique serait plus que suffisante. Ces mots laissent Ballowhard légèrement agacé, mais finalement, il se plie au désir d'Idrian. De retour à la séance d'entraînement, notre garçon pratique le mouvement de son épée, analysant pourquoi la technique du tueur de dragons est traitée comme une technique inférieure.
Il comprend que la nature est censée évoluer dans cette direction, et que la technique de Balerhard manque en réalité de l'esprit de tueur de dragons malgré son exécution. Les gens qui ont rejeté le cœur de mana ont finalement oublié comment insuffler leur propre esprit dans l'épée, donc ils ne pouvaient pas comprendre la valeur de la technique de tueur de dragons. Tandis qu'il est perdu dans ses pensées, Balerhard croise son épée contre Idrian, corrigeant sa posture et lui conseillant de mettre de la force dans sa lame plutôt que dans ses bras. Il frappe le ventre du prince puis ses jambes, l'obligeant à corriger sa posture pour répartir la force de manière égale et appropriée dans l'arme. Idrian sait que son professeur a absolument raison. Son corps actuel est faible comme l'enfer, essayant d'imiter la technique. La même technique n'est pas censée être un déchet abandonné et il veut le prouver au monde par ses propres actions. Plusieurs jours passèrent alors que les séances d'entraînement ardues de notre garçon continuaient. Un mois suivit un entraînement rigoureux alors que le système le félicitait pour avoir réussi une mission. Maintenant, ses niveaux d'obésité sévère ont été réduits à une obésité normale, ce qui signifie que son métabolisme s'adaptera et que son corps changera en conséquence. Le trait de maladresse a disparu et l'exercice ne fera que l'affiner davantage. Sa capacité de mana augmente également, tout comme la disparition du trait de trouble de sensibilité au mana. Idrian gagne en confiance à chaque coup, sachant qu'il a parcouru un long chemin depuis un mois. Son état d'esprit est de perfectionner sa technique d'1% chaque jour. Perdu dans ses pensées à nouveau, Idrian voit son épée écrasée par son professeur qui lui avait dit à plusieurs reprises d'arrêter. Ils se tiennent en silence sous la pluie battante alors que les mains du prince montrent des signes de fatigue. Le sang coule de sa prise meurtrie tandis qu'il regarde son oncle, se demandant ce qui s'est passé. Idrian regarde le mannequin d'entraînement devant lui. Comment il a littéralement tranché ses deux membres d'un coup. Notre garçon est sans voix, tandis que Balerhard rugit contre lui pour être un imbécile qui aurait pu causer des dégâts réels et imprudents s'il avait eu une vraie épée sur lui. Les mains d'Idrian sont pleines de callosité et de coupures. Le système le récompense pour sa concentration extrême avec un trait de super concentration. C'est une récompense positive, et dans ses dernières pensées avant de s'évanouir de fatigue, notre garçon pense qu'il aurait pu être tué à l'instant. Balerhard surprend son élève en train de fixer son visage tout en remarquant l'entêtement du prince. Dans la scène suivante, notre garçon se réveille dans son lit en réalisant qu'il s'est effondré en plein entraînement. Il a vraiment poussé son corps actuel au-delà de ses limites, se rappelant le temps où il était une épée, comment il avait été parfait à tous égards. Ses utilisateurs étaient autrefois le héros de guerre sans nom, le maître d'épée, un roi mercenaire, et enfin même le fondateur du royaume. Il avait mené des guerres à la victoire à lui seul, tué d'innombrables monstres et créé un chemin pour que les héros prospèrent. Gruhorn avait toujours été un excellent conseiller et enseignant, et c'est pourquoi il voulait continuer à manier son arme jusqu'à atteindre à nouveau un état de perfection en y consacrant tous ses efforts. Cependant, le corps actuel est trop faible et mènera à la ruine s'il ne se repose pas correctement. Un mois s'est écoulé depuis qu'il a créé le cœur de mana, et il a acquis une masse de mana pendant ce temps. Méditant, le prince se prépare pour le niveau suivant, que son système est prêt à lui laisser accéder. Son corps peut désormais accéder librement à plus de mana dans l'expansion et l'évolution de son cœur de mana. La constitution physique de ce même corps s'est également ajustée pour s'adapter au cœur de mana, permettant des avantages physiques. À la fin du processus, le cœur de mana d'Idrian est stimulé avec succès. Pour le tester immédiatement, il attrape son épée et effectue un mouvement, ayant acquis le niveau d'un apprenti épéiste. Maintenant, il peut aussi accéder au niveau le plus basique de l'aura, comme en témoignent les vagues fluides de son épée. Les bases ont été apprises avec succès. Lors de la session d'entraînement suivante, Balerhard parle de certaines rumeurs qui se répandent dans tout le royaume concernant le pari. À cause de cela, Bro a été forcé d'entraîner le prince encore plus durement, bien qu'il soit agacé qu'Idrian ne se dépêche pas déjà de trouver un partenaire. La personne qui vient à l'esprit n'est autre que le troisième fils de l'Empire. À part cela, notre garçon sait qu'il ne peut pas affronter directement un guerrier à double chaîne, alors il se demandait s'il pouvait combattre une personne à chaîne unique comme point de départ. Idrian regarde Carls pour une mise à jour sur sa tâche. Le chevalier répond, assurant au prince qu'il a fait exactement ce qu'on lui a dit et a envoyé des demandes de combat partout. Cependant, Carls s'inquiète de savoir pourquoi le prince espère avoir des séances d'entraînement avec toutes ces personnes. La raison est simple. Chacun de ses adversaires a une rancune contre le prince agaçant et arrogant. C'est pourquoi ils utilisent intentionnellement cette opportunité pour le blesser, mais cela convient à notre garçon qui est déjà conscient de leur stratégie. Sa seule préoccupation est que son oncle agisse comme arbitre pour chaque session. C'est une tâche simple pour s'assurer que personne ne meurt pendant le match, quelque chose que Balerhard ne devrait pas avoir de résistance à faire. Quelques jours après cette session, le premier match d'entraînement a lieu. Le premier challenger regarde avec admiration le palais majestueux du prince Vorian. Ce type s'appelle Taylor Teilheim, et il est juste le deuxième fils d'une famille ordinaire de barons. Il y a des années, le prince, ce salaud de gros porc, l'a dénoncé et a ridiculisé son frère aîné et son père devant tout le monde, écrasant instantanément l'honneur de sa famille. Depuis lors, la famille Teilheim a perdu son respect et est devenue un sujet de moquerie. C'est pourquoi il est venu ici pour se venger du prince arrogant dans ce combat. Peu après, il rencontre le prince et le salue avec le plus grand respect. Taylor souligne son niveau en tant qu'écuyer de la chaîne unique, bien qu'il fasse une introduction trop longue pour un match qui est non officiel. Notre garçon le cuisine même et le traite de faible, ce qui confirme à Taylor à quel point ce prince est vraiment arrogant. Balerhard perçoit le venin et la haine du jeune homme et lui ordonne de se calmer car le combat n'a même pas encore commencé.
Le mec passe d'une machine à tuer à une fangirl instantanément après avoir vu le commandant du Nord se tenir devant lui. Même notre gars pense que son oncle mérite le vrai rang de prince plus que lui, ce à quoi Balérard le nargue pour avoir été un sale gamin noble dans le passé. Quoi qu'il en soit, les deux combattants sont invités à se mettre en position alors que le combat va commencer. Les deux se fixent du regard. Taylor est le premier à libérer son aura, agissant avec confiance avec son sourire alors qu'il se lance pour punir le prince. Il tente une frappe aérienne, mais d'un simple coup d'œil, Idrian critique plusieurs mouvements inutiles de l'apprenti chevalier. Avec désinvolture, il finit par bloquer le coup, stupéfiant l'apprenti chevalier avec sa démonstration d'un cœur de mana. Taylor recule pour maintenir son espace, se demandant comment un cœur de mana est même capable de bloquer une chaîne de mana. Une chaîne de mana. Son observation est en fait correcte, sauf que Taylor n'utilise qu'une seule chaîne, donc ce n'est pas une grande différence, et cela fait simplement frémir le prince. Fait intéressant, les spectateurs commencent tous à entendre un son unique émanant de l'épée, un son qui stupéfie même l'oncle du garçon. Ce phénomène est appelé un cri d'épée. Taylor est tellement dans le déni des capacités du prince qu'il se précipite à nouveau impulsivement. Cette attaque est plus lourde que la précédente, mais notre garçon la défend bien. L'attaque se transforme en un véritable affrontement d'épée entre les deux combattants, leurs lames échangeant des coups alors que chaque combattant recule. À ce stade, Idrian commence à ressentir la fatigue, soulignant à quel point les anneaux de mana sont à l'opposé du cœur de mana. Une seule confrontation à l'instant lui a donné l'impression que son mana était sur le point de s'effondrer et de refluer. En même temps, l'expression de son adversaire est un spectacle à voir. Idrian se souvient de la position de Taylor en tant que deuxième fils de sa famille et le nargue pour être bien trop têtu dans ses émotions. Sans turret, quant à notre garçon, il se ressaisit et plonge dans une concentration encore plus profonde. Idrian invoque un sort éveillé, car même si l'épée est dite magique ou divine, elle fait partie de son âme. Le cœur de mana accepte officiellement sa grande volonté, alors que la première couleur est imprégnée sur le cœur de mana incolore. La volonté dormante du tueur de dragons est officiellement invoquée. Ainsi est la mémoire de l'épée associée à un cœur spécifiquement conçu pour massacrer les dragons. Le cœur de compétence du tueur de dragons entre en action alors qu'Idrian se transforme en un état draconique. Son corps est maintenant aidé par la volonté du dragon, faisant partie des pouvoirs de l'épée du tueur de dragons. De loin, le même prince impuissant ressemble maintenant à une manifestation de la mort littérale alors qu'une aura cramoisie émane de lui. Taylor est effrayé rien qu'à la vue de cela, tandis que Balérard exige que le duel soit arrêté. Rempli de détermination, le prince impitoyable fonce pour massacrer son adversaire. Dans un flashback, il est révélé que le prince a fait une demande spéciale à son oncle de l'arrêter s'il finit par essayer de tuer son adversaire. C'est exactement ce qui se passe en ce moment, forçant le commandant du Nord à intervenir, activant une compétence pour pulvériser le prince. Le garçon a été projeté contre un mur, mais au moins Balérard a pu l'arrêter à temps. Soudain, le reste des chevaliers vient le saisir de toutes parts, croyant que son attaque récente aurait pu entraîner l'assassinat du prince. C'est une offense grave, mais notre garçon se lève rapidement pour les empêcher tous d'embêter son professeur. C'est vrai que c'est lui qui a ordonné à Balérard d'agir, sauf qu'il ne prévoyait pas que son frère le mette KO comme ça. Le prince s'évanouit, et par conséquent, la prochaine fois qu'il se réveille, son cœur de mana bat à cause des effets. Son oncle est un sacré monstre avec une force incomparable, et dès qu'il a pris ce genre d'attaque de plein fouet, le contre-coup l'a mis KO. La bonne chose, c'est qu'il n'y a pas eu de séquelles, donc c'est bien parce qu'il a fini par gagner le match aussi. Le prince riait quand soudain, son maître et son oncle sont venus pour une discussion importante. Il se souvient de l'épée que le garçon a utilisée, soulignant qu'il ne lui a jamais enseigné ce genre de style. Le prince révèle qu'il s'est plongé dans l'essence de l'épée et est devenu un avec elle. Ce qui dérange son oncle, c'est que le même prince qui n'a même pas vécu un vrai combat manifestait une intention meurtrière divine. L'essence de son soi-disant esprit dégage une soif de sang, bien que Balérard ne puisse pas non plus être en désaccord avec cela. Cela surprend le prince, qui s'attendait pleinement à recevoir une leçon ringarde. Le commandant du Nord ricane, partageant qu'il est d'abord un soldat, un qui suit le chemin de la victoire par tous les moyens nécessaires. Malgré sa propre philosophie de la dureté, il a tout de même un problème avec la soif de sang d'Idrian, car l'arme ne peut pas distinguer entre amis et ennemis. Le prince soutient qu'il travaille pour corriger ses faiblesses, tandis que son oncle maternel montre de l'intérêt pour son développement, se demandant si le garçon sera finalement consumé par ses démons intérieurs. Après les 3 jours de session d'entraînement, Taylor se tenait en défaite, tandis que le prince le remerciait pour son aide au cours des derniers jours. C'est dommage que Taylor n'ait pas pu obtenir sa revanche, et notre garçon le nargue même pour ne pas avoir pu obtenir ce qu'il voulait. Idrian dit à sa servante d'apporter un cadeau spécial, un qu'il destine à la famille Talheim. Il sait déjà que l'ancien prince snob a fait des choses terribles aux gens dans le passé. Et bien que ce cadeau ne suffise pas, c'est tout de même quelque chose pour se racheter auprès de leur famille. Taylor est déconcerté par le changement de personnalité du prince vaurien, tandis que notre garçon lui dit de dégager, reflétant qu'il ne devrait même pas s'embêter à réparer les erreurs du prince original pourri. La nouvelle de la séance d'entraînement du prince vaurien s'est rapidement répandue dans tout le royaume. Les gens voulaient que des guerriers l'affrontent et remettre le prince chétif à sa place. Ils pensaient tous que le premier prince souffrirait énormément. Mais même après de nombreuses séances d'entraînement, personne n'entendit parler des souffrances d'Idrian. Au contraire, les guerriers qui revenaient de la séance avaient en fait une impression positive de notre garçon, dépeignant le premier prince comme un homme gentil et bienveillant.
Leurs personnalités ont complètement changé au point que les citoyens ordinaires pensèrent que ces gars avaient été endoctrinés par la famille royale pour rester silencieux. Hilarant, quand cette nouvelle parvient à notre garçon, cela le met en rage. La seule raison pour laquelle ces guerriers ne disaient rien, c'est à cause de la raclée qu'ils avaient prise lors de leur combat. Idrian considérait ces nobles comme des merdes et une perte d'espace, mais son oncle se moque de lui en disant qu'il correspond aussi à cette description. Le premier prince en a assez et regarde son récent adversaire, le menaçant poliment d'aller révéler les résultats des séances d'entraînement cette fois. Notre garçon espère que ce changement fera taire tous ses détracteurs et les rumeurs qui circulent. Mais le lendemain, encore plus de rumeurs commencent à se répandre. Cette fois, les gens pensent que le prince Gros fabrique le résultat des matchs pour sauver sa peau. Ce type n'arrête pas de subir des défaites. Refusant de se concentrer sur les nobles, il déverse toutes ses colères et frustrations dans son entraînement. Chaque coup du prince est plus féroce que le précédent, tranchant le vent avec une mana flamboyante. Son cœur de mana est enflammé, plein de vie, alors qu'il se tourne vers Kals pour lui demander des nouvelles des partenaires d'entraînement restants. Le chevalier explique qu'il verra son dernier adversaire aujourd'hui. Le premier prince a déjà atteint un niveau où les chevaliers apprentis ne sont pas à la hauteur pour lui, mais Kals lui assure que ce dernier adversaire est en fait un véritable chevalier qui a maîtrisé son épée. Cette même chevalière n'était pas satisfaite des techniques de sa propre famille et est devenue une élite qui a rejoint l'ordre de la nuit pour affiner davantage son épée. C'est une description attrayante pour Idrian, alors qu'il accueille l'arrivée d'Arwen Kirgailen. La femme s'avance vers l'arène de combat, tandis que les chevaliers ordinaires se souviennent d'elle comme de la guerrière de l'ordre de la nuit de la lumière de fer. Surnommée la fleur épanouie. Sur la falaise, la rose épineuse et même la femme qui brise les cœurs des hommes, elle est d'une beauté élégante à chaque pas. Le fait que le premier prince ait pu attirer son attention est un éloge en soi, alors que la déterminée Arwen attend avec impatience son combat. Les spectateurs, ils pensent sûrement qu'Arwen va humilier le prince dans un rituel. Les chevaliers du Lion de Fer sont un ordre considéré comme une élite de chevaliers. Le chevalier en probation parmi eux est Arwen, un talent prodigieux dont l'adhésion est déjà confirmée. La question est, pourquoi Idrian recevrait-il un adversaire aussi talentueux? Apparemment, il y a eu une sorte de malentendu entre eux dans le passé, faisant penser à notre garçon que le prince indigne a dû encore provoquer une bagarre inutile. Il demande à l'une de ses servantes de raconter l'histoire de son apparence. Déconcertée, elle révèle que ce snob a en fait harcelé Arwen, ce qui signifie essentiellement que le frère est sur le point de recevoir une douzaine de coups de la part d'Arwen pour leur rancune passée. Idrian en a assez des méfaits du prince imprudent. On voit en fait comment ce gros a mis sa main sur son corps, et elle l'a même nargué pour avoir essayé d'utiliser ses chevaliers comme propriété privée. Son ego attaqué, le prince a explosé et a traité Arwen de laide. C'est à peu près ainsi que l'histoire se déroule, tout à fait dans le caractère d'une interaction entre un vaurien et un chevalier. Bien sûr, avec la façon dont notre garçon regardait Arwen en ce moment, le mot laide ne vient même pas à l'esprit. Elle s'incline devant lui pour lui rendre hommage, croyant qu'il n'a pas changé d'un iota. Le prince essaie de sauver sa peau, lui assurant qu'il a beaucoup changé. Mais rien qu'en regardant son expression énervée, il est clair qu'il va se faire botter le cul dans ce combat. L'arbitre et oncle, le comte Balerhard, est là. Il permet à Arwen de se présenter correctement, et elle offre également ses salutations. Balerhard exhorte Arwen à être prudente, car le jeune prince puissant a une lame assez fougueuse. Blague mise à part, le match entre les deux est sur le point de commencer alors que les deux participants prennent leur position. Le duel commence officiellement, invitant la détermination et la froideur de la posture d'Arwen. Pendant ce temps, notre garçon est heureux de découvrir le niveau de compétence d'un vrai chevalier. La femme meurtrière se lance dans l'action avec des mouvements raffinés. Le premier choc est bloqué par le jeune prince, mais la légère différence est si sévère qu'elle provoque un retour direct, forçant l'écoulement de sang. Magnifique, mais concentré. Arwen martèle l'offensive pour infliger plus de punitions. Tous deux balancent d'avant en arrière, échangeant et croisant leurs lames. Notre garçon est malmené, donnant à Arwen le contrôle total du combat. Elle arrive pour un coup décisif, forçant le premier prince à activer son état de tueur de dragon et à exhaler une soif de sang. Cette ravissante soif de sang la stupéfie, et l'épée d'Arwen est déviée avec succès par le jeune prince. Elle revient à sa position de départ, haletante, en observant le style d'épée du prince. Quant à notre garçon, il tient à peine le coup aussi, car bien qu'il soit un utilisateur d'un seul anneau, Arwen est différente de tous les autres. En même temps, Idrian utilise la compétence appelée jugement pour invoquer les statistiques du chevalier, révélant ses compétences les plus fortes et les plus faibles, même ses traits de personnalité. Le fait que le prince puisse voir son niveau grâce à son utilisation limitée de la compétence prouve qu'il peut aussi la vaincre. Gilgamesh à petit budget en régime libère son aura cramoisie, incitant le chevalier à faire de même. Les deux combattants se lancent en mouvement, s'approchant l'un de l'autre à des vitesses chaotiques, marquant le début du véritable combat. Quelques minutes plus tard, les deux guerriers sont fatigués au sommet de leur duel. C'est un combat égal, alors Balerhard intervient et annule le match pour la journée, le reportant à demain. Le prince agit de manière arrogante, affirmant qu'il était sur le point de terminer les choses. Même Arwen se moque de lui, disant la même chose. Tous deux sont arrogants et veulent continuer le duel. Mais Balerhard n'est pas prêt à rester ici toute la journée et pense qu'ils ont besoin de se faire soigner. Le guérisseur vient soigner les blessures de notre garçon, mais Idrian est trop occupé à lancer des regards noirs à Arwen, qui lui montre la même antipathie en retour. Les deux se tournent dans la direction opposée, partageant la même pensée de ne pas perdre face à l'autre. Le deuxième jour se termine dans la même impasse, et le troisième jour, les deux guerriers refusent d'abandonner.
Arwen est assez doué, donc le fait que le prince ait tenu aussi longtemps montre qu'il est doué aussi. Avant que le troisième round ne commence, Idrian partage quelque chose qu'il voulait lui dire. Elle se demande s'il est sur le point de s'excuser, refusant un tel événement. Après tout, sa fierté a été blessée en tant que chevalier, et elle veut la récupérer correctement. Bien que ce soit admirable, le prince n'a jamais pensé à s'excuser en premier lieu. Au lieu de cela, il propose l'idée de placer une récompense, puisque tous deux refusent de céder. La récompense est simple, le perdant accordera au gagnant un vœu de n'importe quel type, quelle que soit sa portée. Les chevaliers s'empressent de revenir sur cette décision, estimant qu'il est bien trop dangereux pour un prince de la famille royale de faire de telles déclarations. Idrian les fait taire et demande l'avis d'Arwen. La chevalière souligne sa position en tant que l'une des chevalières de la famille royale, c'est pourquoi elle ne pouvait normalement pas accepter une telle condition. En même temps, maintenant qu'elle a l'occasion de tenter sa chance, elle est heureuse de relever le pari. Idrian adore son choix et la rejoint pour le troisième round. Les deux combattants balancent leurs épées de manière chaotique, espérant briser l'esprit de l'autre en premier. C'est ici qu'Idrian finit par utiliser un mouvement si audacieux et rapide qu'il déroute la chevalière prodigieuse. Elle n'arrive pas à croire à quelle vitesse il s'est amélioré en l'espace d'une seule journée, comme s'il avait toujours caché sa véritable force. Les combattants s'affrontent sans relâche, dansant à travers l'arène. Mais cette fois, les rôles ont été inversés. Le prince Idrian est celui qui domine le champ de bataille et la repousse, allant même jusqu'à lui égratigner le visage. Refusant de s'arrêter, le prince s'approche d'elle pour ce qui est censé être une attaque décisive. En gros, son coup d'épée est plus rapide que sa capacité à se défendre. Les deux armes s'entrechoquent. Une épée vole en l'air, brisée. La chevalière est à genoux tandis que les spectateurs assistent au triomphe du vainqueur du match. Arwen est incapable d'accepter le résultat, tandis que le prince revendique de manière décisive la victoire sur Arwen Kergayan. Quant à sa récompense, c'est simple. Le prince Idrian Leonberg veut la posséder, mais pas de manière déplacée. Ne vous inquiétez pas, Karls a obtenu le poste de garde royal pour le premier prince. Le travail était en fait facile, malgré l'arrogance du prince. Il n'y avait pas de caprice à ce moment-là. Et en le regardant maintenant, Karls se souvient de l'entraînement intense que le prince couronné a fait même sous la tempête. Sa dévotion a entraîné la destruction totale du mannequin, et il a vu à ce moment-là une soif de combat extatique sur son visage. C'est à ce moment-là que la garde royale a su qu'Idrian était destiné à la grandeur. Revenons à la situation actuelle. Le reste des gardes est tous horrifiés, y compris Karls. Posséder quelqu'un est odieux, surtout un chevalier. Arwen se demande si c'est vraiment ce que le prince désire. Notre garçon confirme, ajoutant qu'elle est actuellement juste une apprentie chevalière qui n'a pas pu battre un simple prince vaurien. C'est donc pourquoi ce qu'il veut d'elle en ce moment, c'est le plein potentiel de la chevalière, appelée Arwen Kergayan. Heureusement, cette clarification a établi un meilleur ton et la surprise, tandis qu'Idrian déclarait son intention de garder un chevalier loyal, un qui ne le protège pas seulement par devoir royal, mais un chevalier qui lui est loyal dans les bons comme dans les mauvais moments. Grâce à sa capacité de balayage, il peut prédire le talent exceptionnel d'Arwen dans la maîtrise de l'épée. C'est pourquoi sa décision de posséder Arwen comme chevalier reste vraie. Maintenant, explorons son propre passé. Dans sa jeunesse, Arwen aspirait à devenir chevalier. Elle était parmi les meilleurs de son âge. Et malgré ses talents, personne ne lui accordait la reconnaissance qu'elle méritait. Alors elle travailla encore plus dur, 2 fois plus pour battre chaque adversaire dans chaque combat. Après avoir vaincu chaque apprenti qu'elle connaissait, elle affichait des résultats stupéfiants. Même après tout ce qu'elle a fait, il ne pouvait pas la reconnaître comme une véritable chevalière. Cependant, en ce moment, elle reçoit une véritable reconnaissance. Elle reçoit du crédit, un potentiel et un avenir promis par le premier prince lui-même. Elle a presque du mal à croire ses mots, alors elle supplie Idrian de promettre une chose, essayer de la traiter d'abord comme un chevalier et ensuite comme une femme. Si Idrian peut faire cela, elle obéira à tous ses ordres. C'est une tâche admirable. Il se regarde dans les yeux alors qu'Idrian accepte l'offre. Immédiatement, la même chevalière prodigieuse s'agenouille devant son prince reconnu, se jurant à Idrian Leonberg pour la vie. Les spectateurs sont stupéfaits par l'événement, et pour lui répondre correctement, le premier prince l'honore officiellement en tant que chevalier. Il récite la prière qui me rappelle cette scène de Game of Thrones lorsque Jaime offre la chevalerie à Brienne de Tarth. Dans la scène suivante, nous voyons Arwen s'entraîner sans relâche. Ses collègues n'en reviennent pas qu'elle ait juré fidélité à un prince aussi scélérat. Beaucoup d'entre eux répandent de vilaines rumeurs, se demandant si elle entretient une relation étrange avec le prince en secret, l'utilisant comme maîtresse tout en la gardant comme chevalier pour dissimuler cela. Toutes ces rumeurs stupides commencent à agacer notre garçon, qui ne peut toujours pas échapper à sa mauvaise réputation comme Lloyd Fronteray. Tout le monde le traite comme la lie de la terre, et en voyant l'impuissance du prince, la garde royale l'interpelle pour les mots d'Idrian de ce jour-là. Le dernier jour du duel, Idrian a déclaré qu'il ne désirait pas un chevalier qui le protégeait par devoir royal. Ces mots ont clairement touché Karls au plus profond, mais même alors, notre garçon confirme qu'il maintient fermement ce qu'il a dit. Après tout, si la couronne a signé Karls à un autre poste, il devrait s'y conformer au lieu de rester loyal au prince. Pour le rassurer, il assure à Karls qu'il peut prêter un serment similaire à celui d'Arwen s'il le souhaite. Avec sincérité dans les yeux de la garde royale, il demande au prince s'il accepterait un tel serment de sa part.
De manière choquante, notre garçon refuse, croyant qu'il n'a aucun intérêt pour Carls ou le plaisir de le former. C'est un commentaire simple, mais notre garçon est en fait sérieux à ce sujet. Quoi qu'il en soit, Idrian reçoit un avis officiel de la famille royale, le libérant de sa période de probation et lui accordant l'entrée au prochain banquet. La partie surprenante, la probation a été levée près de 2 mois plus tôt que prévu. Donc, malgré la colère initiale du roi, quelque chose l'a poussé à changer sa décision. Le prince n'a aucune idée de ce qui se passe dans la tête de cet homme, et honnêtement, il ne se soucie pas de la fin de la période de probation. Après tout, il ne prévoyait pas vraiment de quitter le palais de toute façon, donc cela l'affecte à peine. Une servante lit quelque chose d'intrigant qui attire l'attention d'Idrian. C'est une nouvelle invitation qui est arrivée pour le premier prince. Elle lui tend la note, l'incitant à l'ouvrir et à en lire le contenu. L'événement est censé être une fête sociale entre jeunes seigneurs, un club que le prince vaurien fréquentait souvent par le passé. La servante le décrit comme un endroit incompréhensible, plein d'actes dégradants, impliquant essentiellement de l'alcool et des femmes. Notre garçon ne veut pas continuer sur cette voie, alors Idrian rejette une invitation à un rassemblement inutile. Mais ensuite, il lit le verso de la note. La lettre vient de Bernardo de la famille Eli, son supposé ami, un nom qui en fait ravivre sa mémoire. De son oncle, Idrian se souvient que la famille Eli soutenait fortement l'utilisation du cœur de mana et a finalement sombré dans la ruine il y a un siècle. Par curiosité pour la famille de son ami, le prince décide de participer à l'événement, espérant secrètement que la famille de son ami ne s'est pas encore complètement effondrée. 4 mois après avoir pris possession du corps d'Idrian Leonberg, le jeune prince a réussi à perdre beaucoup de poids. Il a fait faire par un tailleur une tenue spéciale correspondant à son style, en la gardant minimaliste. La partie étonnante, notre garçon a enfin perdu son excès de poids et ressemblait maintenant à un mannequin plutôt qu'à une boule de bowling. Même le prince est choqué par ses propres progrès, tandis que son tailleur est sous le charme. Il le laisse s'occuper de la deuxième tenue pour le palais également. Cependant, il lui demande d'attendre un peu car ses mesures pourraient encore changer. Dans la scène suivante, le prince se rend à l'événement social. Idrian sait qu'il est dans une mauvaise position d'être toujours accompagné par des gardes et des membres de la calèche. C'est une expérience bouleversante quand soudain il remarque une cicatrice sur le cou de sa servante. Apparemment, c'est à cause de son incompétence. Elle a fait quelque chose, et le salaud de Prince Gras l'a puni pour cela. Idrian méprise sincèrement le vieux prince pour avoir traumatisé les gens. Bien qu'il l'ait vu plusieurs fois, il n'a même jamais demandé le nom de la servante. Alors, il demande directement et apprend qu'il s'agit en fait d'Adelia Bayern. La mention de la famille Bayern fait tilt dans la tête d'Idrian, car elle est à peine notée sur le registre des nobles. Dans le passé, quand même les villes n'existaient pas, il y avait plusieurs races qui prospéraient en dehors des humains. L'humanité était volée et tuée pour sa faiblesse, mais il vint une époque où les humains devinrent les sauveurs de leur propre destin à la fin de la Grande Guerre, s'élevant comme l'espèce la plus forte du continent. Les plus notables parmi eux étaient appelés les 5 électeurs. Et parmi ces 5 héros, l'un d'eux brandissait l'épée, Gruhorn, une femme qui défiait une horde de monstres titanesques, se demandant ce qu'elle et son épée fidèle feraient après la fin de la guerre. Elle s'élança dans la bataille pour férocement décapiter Eada, le roi des géants, d'un seul coup d'épée. Le tuer marqua la fin d'une ère d'exploitation, lui valant le nom de marquise de l'épée de sang-froid, Agnès Bayern. Elle était unique en son genre, insultant les monstres et les taillant en pièces, lâchant des jurons à chaque phrase, combinant les gros mots et les débitant plus vite qu'Eminem. Même Gruhorn à l'époque se sentait mal à l'aise face aux jurons de cette femme. Le frère est traumatisé rien qu'à se souvenir d'elle, mais il est stupéfait que sa descendante soit assise devant ses yeux. Cela le fait se demander ce qu'il est advenu de la famille Bayern pour être réduite à un rang inférieur. Quoi qu'il en soit, Charles annonce qu'ils sont arrivés à destination. Notre garçon descend de la calèche et a l'intention d'avoir une conversation appropriée avec Adelia plus tard, ce qui déroute la servante et sa garde royale. Dehors, un homme aux cheveux argentés accueille son vieil ami bien-aimé. C'est Bernardo de la famille Eli qui exprime une profonde gratitude envers le prince et sa transformation. Étrangement, Idrian remarque quelque chose d'intéressant. Éveillant la curiosité de Bernardo, notre garçon lui assure que c'est une bonne idée qu'il soit venu car ce soir sera très divertissant. Dans la scène suivante, ils sont au club où des hooligans ivres marmonnent et se taquinent avec délice. La fête bat son plein, mais Bernardo est choqué par le comportement du prince. Le même vaurien se saoule habituellement et commence à flirter, mais cette fois, il reste silencieux. L'aura autour d'Idrian est différente d'avant. En fait, quand un type ivre vient mentionner les rumeurs de sa victoire sur Arwyn, le frère ne dit même pas un mot. Toute la fête commence à parler de sa victoire spectaculaire, et ces hommes inquiétants se demandent à quel point Arwyn doit être magnifique sous son armure. Composé dans sa réponse, il demande à l'homme s'il a des frères ou sœurs avec lui. L'homme révèle qu'il a un frère ou une sœur plus jeune, ce qui soulage beaucoup le prince. Pourquoi? Parce que le mec veut mettre fin à la vie de ce salaud et lance un coup de poing si fort qu'il envoie le type voler. La scène est tendue, glaçant tout le monde sur place de peur et de choc, même Bernardo. Idrian est ravi que ce gars est un frère parce qu'il peut maintenant joyeusement écraser les œufs de ce type sans mettre fin à l'héritage de sa famille. L'homme hurle comme une fillette, tandis que notre prince froid et majestueux déclare son jeune frère comme le nouvel héritier de la famille. Le passage à tabac continue alors que le bain de sang d'Idrian horrifie la foule. L'homme battu ne comprend même pas pourquoi il est utilisé comme un sac de frappe.
Profitant de cette occasion pour éduquer tout le monde, le prince souligne qu'il ne tolérera pas d'être traité comme un vaurien, même s'il est perçu comme tel. Les mots shakespeariens de Bro embrouillent complètement la fête. Pour clarifier ce qu'il veut dire, Idrian lance un autre coup de poing, car il parle bien mieux que ces mots. Après avoir écrasé le premier gars avec 1 milliard de coups de poing à la Mike Tyson, il appelle Bernardo, qui se met littéralement à genoux instantanément. Bro ne veut pas finir comme ce type. Le prince lui rappelle même effrayamment sa déclaration précédente qu'il rendra la journée assez divertissante. Bernardo n'a aucune idée de ce qui est arrivé à ce gars et reçoit l'ordre de convoquer les chevaliers royaux. Il part à toute vitesse pour exécuter l'ordre tandis que le reste des membres du groupe regardent simplement le prince en silence. Idrian appelle les femmes à l'arrière à partir, attirant l'attention d'un certain homme. Ce type essaie de s'éclipser discrètement, mais Idrian remarque sa présence. Il est d'accord pour laisser ce type partir avec la femme tant qu'il peut lui arracher les couilles comme il l'a fait plus tôt. La simple pensée paralyse tous les hommes de peur parce que, soyons honnêtes, il n'y a pas de pire menace que de se faire écraser les parties jusqu'à ce que les œufs se cassent. Idrian leur dit qu'ils l'ont manqué de respect plus tôt en refusant de s'agenouiller devant lui, en se moquant même de lui et en insultant son chevalier. Pour offrir des accusations appropriées et punir ces hommes pour les conséquences d'avoir insulté la royauté, il a amené les gardes royaux, spécifiquement Charles, qui les qualifie d'individus traîtres. Avec un seul ordre, les gardes royaux sont ravis de les forcer tous à entrer. Idrian donne l'ordre avec excitation, s'assurant que personne n'échappe à la punition. Après cette rencontre, le prince est convoqué devant le roi pour une autre tentative vorace de créer le chaos. 14 enfants nobles ont été arrêtés pour chaque excuse possible. Le roi est furieux que son fils ait invoqué l'autorité de la famille royale et ait infligé une punition aux familles des victimes. Mais avec 14 familles impliquées, le roi fera face à de graves répercussions. Idrian connaît bien son père et exprime exactement sa peur avant de souligner que toutes ces personnes sont de toute façon des parias et des déchets irrécupérables. En fait, il recommande à son père d'envoyer une lettre à certaines personnes, spécifiquement aux frères et sœurs des crapules arrêtés. En entendant les mots du garçon, le roi lui ordonne de partir, ce que le prince fait sans aucune inquiétude. Maintenant revenons à son rendez-vous avec sa servante. Malgré tous ses efforts pour réconforter Adélia, la pauvre fille fond en larmes, se demandant ce qu'elle a fait de si mal. Elle est comme un chiot torturé par le vieux prince au point de ruine. Sa famille ne figure même pas sur la liste des nobles dignes de ce nom. Même les descendants de la famille Leonberg semblent ignorer l'importance des Bayern. C'est comme si une partie de l'histoire avait été effacée. La contribution inégalée d'Agnès Bayern n'est plus quelque chose à se rappeler. Tout est fini pour la famille Bayern. Et pourtant, notre garçon peut clairement voir un potentiel latent dans l'art de l'épée d'Adélia. Cette femme est un rang S secret avec un niveau fou de traits en elle. Pour commencer, boucher est un trait qui s'active en voyant du sang. Maniaque de guerre est un autre trait signifiant une femme obsédée par la bataille. En même temps, la servante a les traits de cœur fragile et de soignante, ce qui fait d'elle une personne excellente et passive. Donc, cette servante a une maîtrise inégalée de l'épée et une prouesse au combat, mais aucun de ces traits ne peut la contrôler une fois qu'elle est devenue folle. Cela en arrive au point où même notre garçon envisage l'idée de déchaîner son carnage sur le monde. En fin de compte, ce serait un gâchis de ne pas essayer puisqu'elle est un talent de rang S. Parlons du trait de mentalité d'esclave, qui signifie essentiellement qu'une servante se sent loyale et heureuse de servir son maître. En utilisant cela comme levier, Idrian lui demande de jurer une loyauté absolue envers elle. C'est une demande déroutante car elle est déjà sa servante, mais Idrian précise qu'il veut quelque chose de plus. Il veut qu'elle devienne son chevalier et qu'elle le fasse immédiatement. La fille timide et fragile s'effondre, refusant d'assumer un rôle si grand, se croyant insignifiante. Mais notre garçon connaît la vérité sur sa famille et lui assure qu'il prendra ses responsabilités envers elle. Au lieu de cela, elle doit lui jurer loyauté et servir sans poser de questions. La stratégie ici est que si Adélia ne peut pas contrôler sa folie par ses propres capacités, alors il externalisera ce contrôle à lui. Au début, elle se demande s'il ira jusqu'au bout de son accord pour prendre la responsabilité de sa famille. La confirmation du prince la rend vraiment heureuse car notre garçon propose même de les faire venir à la capitale pour qu'elle puisse les voir à tout moment. Cela la rend vraiment heureuse, suffisamment pour qu'elle jure sa loyauté. Alors, tout comme Arwen, elle le chante et déclare son service au premier prince pour le reste de sa vie. Idrian est satisfait de cet arrangement et la nomme officiellement comme une servante qui obéira à ses ordres sans question. Il lui tapote même la main, ce qui illumine son visage de joie. Mais même le prince est sur le qui-vive, se demandant s'il a pris la bonne décision ici. Adrien pense à toutes les rumeurs qui circulent dans le palais depuis qu'il a pris possession de ce corps. Les gens chuchotent à propos de chaque geste qu'il fait, de son apparence silencieuse et instable. Ils parlent de comment le prince gâté avant lui avait l'habitude de convoquer les enfants de nobles de haut rang, de les battre et de les jeter dans les cachots pour s'amuser. Puis, il y a le dernier scandale, celui que tout le monde adore. Comment il a nommé une simple servante comme son chevalier personnel, quelqu'un qui n'avait jamais tenu une épée auparavant. Adrien sait que peu importe ce qu'il fait, les gens le détesteront à cause de la réputation laissée par le précédent propriétaire de ce corps. Même la servante qu'il a choisie comme chevalier est transformée en une autre rumeur laide, les gens prétendant qu'il construit un harem sous son commandement. Plus que tout, il déteste que tout le monde se sente autorisé à juger sa vie et ses choix. Il ne s'attendait pas à ce que cette seule décision, transformer une servante en chevalier, se transforme en une telle tempête
tête. Il a l'impression que tout le monde attend qu'il échoue. Il imagine son père, le roi, se mettre en colère et dire qu'il nettoie encore une fois le désordre de son fils. Il peut déjà entendre son oncle maudire son nom comme toujours, et il imagine son jeune frère se moquer de lui, agissant de manière intelligente et supérieure. Adrien s'enfonce plus profondément dans ses pensées, accablé par la frustration et la peur. Puis une autre servante se précipite et annonce que la reine est arrivée. Adrien panique instantanément, son cœur bondissant alors qu'il implore silencieusement les dieux de lui montrer de la miséricorde et de lui accorder juste un petit répit. Adrien est épuisé par toutes les disputes et l'attention constante. Et puis sa mère en rajoute. Elle le gronde, disant qu'elle croyait vraiment qu'il avait corrigé son comportement, mais maintenant il semble qu'il retombe dans ses vieilles habitudes déplorables. Elle déclare qu'il est temps pour lui d'entrer correctement dans la société et de se marier. Une fois qu'il choisira un conjoint, dit-elle, il se posera enfin et arrêtera de vagabonder comme un fou. Adrien ne comprend même pas de quoi elle parle, mais la reine s'en moque. Elle élève la voix comme toute mère furieuse et lui ordonne d'écouter, car une mère a toujours raison. Puisqu'elle a décidé qu'il est temps pour lui de se marier, alors il se mariera. Sur ce, elle se retourne et s'en va, abandonnant Adrien sous le choc, alors qu'il se demande même ce qu'il est censé faire ensuite. Plus tard, Adrien convoque la servante, Adélia, qui est visiblement nerveuse et terrifiée alors qu'elle s'assoit devant le prince. Il lui explique quelque chose, et elle demande timidement si elle va vraiment obtenir du mana. Adrien confirme calmement qu'elle recevra un type spécial de mana, un cœur de mana. Il utilise ensuite son propre mana et forme un cœur à l'intérieur de son corps, en pensant à quel point ce monde a oublié la légendaire reine de l'épée. Au moins, il ne l'a pas oubliée. Il se souvient de chaque détail, du chemin qu'elle a parcouru, de la façon dont l'épée bougeait comme si elle était vivante dans ses mains, et comment elle la commandait avec une grâce absolue. Il veut éveiller ce même destin en Adélia, car il croit que ce chemin lui appartient. Il se souvient même du rythme puissant du cœur de mana de la reine de l'épée, qui battait autrefois avec fierté et détermination. Le cœur de mana prend enfin forme à l'intérieur d'Adélia, et une notification du système confirme que l'empreinte est complète et stable. Adélia observe une douce lumière dorée émaner de sa poitrine, complètement stupéfaite. Elle murmure, incrédule, en demandant si c'est vraiment le pouvoir du mana. Lorsque le processus se termine, Adrien explique que ce qu'elle a vu est la méthode de raffinement pour former un cœur de mana. Il lui dit de s'entraîner seule dès qu'elle le peut. Soudain, Adélia devient anxieuse, mais son inquiétude change lorsqu'Adrien s'effondre au sol, s'écorchant les genoux. La création d'un cœur de mana l'a complètement épuisé. Elle se précipite vers lui, mais il refuse son aide, minimisant la situation et disant qu'il est juste un peu fatigué. Adélia hésite, puis demande doucement comment quelqu'un comme lui a pu choisir une simple servante comme elle. Adrien n'a plus de patience pour les questions et lui dit de partir. Lorsqu'elle ne bouge pas, il se retourne et demande pourquoi elle le regarde comme un chiot perdu. Adélia incline rapidement la tête, mêlant peur et respect, et jure qu'elle le servira avec une loyauté absolue pour le reste de sa vie. La réponse satisfait Adrien. Il lui rappelle de ne jamais oublier qu'il est son maître, et Adélia prend ces mots comme un insigne d'honneur. Pourtant, alors qu'Adrien se détourne, Adélia pense silencieusement qu'elle pourrait ne pas se souvenir de cette promesse exactement comme il l'attend. Quelques jours plus tard, Kals vient faire un rapport au prince au sujet de Bernardo Eli. Il explique qu'il a récemment entendu que Bernardo a été pris par la garde royale comme témoin dans un incident récent, et selon les ordres officiels, des mesures strictes sont en place pour que personne ne puisse le rencontrer avant le procès. Adrien est perplexe que des procès existent même dans ce monde, et il demande négligemment s'il devra également assister à l'un d'eux. Son chevalier répond calmement que la royauté ne témoigne jamais. Le soulagement frappe Adrien comme un souffle relâché, mais cela le rend aussi mal à l'aise. Ils réalisent qu'ils font soudainement toute une histoire de ce procès. Pendant la conversation, l'attention d'Adrien se tourne vers Adélia. Il la regarde directement et lui demande comment elle se sent ces derniers temps. La pauvre fille se fiche de surprise, ne s'attendant clairement pas à son inquiétude. Adrien lui demande ensuite au sujet du mana s'il s'est stabilisé ou non. Adélia se ressaisit et répond que oui. En entendant cela, Adrien se lève sans hésitation et déclare qu'à partir de maintenant, elle le rejoindra pendant l'entraînement. Il lui dit d'aller se changer et de le rejoindre au terrain d'entraînement et de laisser le chiffon de nettoyage derrière, car à partir de ce moment, elle est chevalier. Au terrain d'entraînement, Adrien commence à s'étirer, lentement et détendu. Avant qu'il ne puisse s'installer dans sa routine, quelqu'un l'interrompt. C'est son oncle, Bellard. Il pose une question et Adrien répond avec un sarcasme mordant, manifestement peu désireux de s'occuper de lui aujourd'hui. Son attention est ailleurs, concentrée sur une fille qui peine à traverser le champ en courant. Adrien demande à son oncle s'il a entendu les rumeurs, puis déclare ouvertement qu'il la transforme en chevalier. Les mots mettent immédiatement Bellard en colère, comme toujours. Il s'emporte, accusant Adrien de forcer imprudemment une jeune fille à devenir chevalier et de perdre son temps avec des idées insensées. Adrien réplique, lui disant d'arrêter de se mêler de ses affaires comme il le fait toujours. Leur dispute s'intensifie, des mots acerbes fusent de part et d'autre jusqu'à ce qu'Adélia termine enfin son 10e tour et s'effondre au sol. Bellard ne lui accorde pas un regard. Adélia, essoufflée et tremblante, commence à s'excuser, implorant pardon pour être une si mauvaise coureuse.
Adrien lui dit immédiatement d'oublier ça. Il s'avance et place une épée en bois dans ses mains, expliquant qu'aujourd'hui il lui enseignera seulement les positions de base. Il démontre quelques mouvements simples, stables et précis, puis demande à Adélia de les essayer elle-même. Ce qui se passe ensuite fige tout le monde sur place. Comme une danseuse de ballet expérimentée, Adélia commence à bouger. Ses pas coulent avec fluidité, sa posture est parfaite, son épée suit chaque mouvement avec une grâce surprenante. Tant Bellard qu'Adrien restent immobiles, regardant avec incrédulité alors qu'elle recrée parfaitement ses techniques après les avoir vues une seule fois. Lorsqu'elle termine, elle le regarde et demande doucement si elle l'a bien fait. Adrien sent un frisson lui parcourir l'échine. Pour la première fois, la peur le saisit. À ce rythme, elle pourrait le surpasser bien trop tôt. Il pense amèrement que le contrôle ne fonctionne que lorsque les faibles craignent les forts, et si elle le dépasse, elle pourrait devenir dangereuse. Mais ses pensées s'interrompent lorsqu'il remarque Bellard regarder Adélia avec une lueur avide dans les yeux. Adrien s'approche et donne un coup de coude à son oncle, l'avertissant de se calmer et de ne pas avoir de mauvaises idées à son sujet. Bellard ne fait que sourire et se moquer de lui, disant qu'Adrien est encore un novice qui n'a tenu une épée que depuis quelques mois et que quelqu'un comme lui ne peut pas gérer un potentiel aussi écrasant. C'est là qu'Adrien trace la ligne. Il refuse d'être rabaissé. Son cœur de mana s'anime, le même cœur qui détient la profondeur du roi géant, du dragon de lumière et des êtres qui ont bu profondément du sang de vies innombrables. Une partie de son âme répond à sa colère et s'élève à son commandement. Des flammes rouges enveloppent son corps alors que sa présence explose vers l'extérieur. Il fixe Bellard avec une autorité froide, sa voix lourde et définitive alors qu'il déclare qu'Adélia lui appartient. Adrien avertit son oncle de ne pas regarder Adéla ou même penser à elle parce qu'il déteste vraiment quand quelqu'un essaie de s'approprier ce qui ne lui appartient pas. À ce moment-là, il réalise soudainement que son sens de la réalité lui échappe. Sa conscience s'efface dans un état étrange rempli de froid et de ténèbres où il ne peut ressentir ni la vie, ni la mort. Il comprend immédiatement le danger. À ce rythme, son corps fusionnera avec l'épée et son âme sera dévorée par la lame démoniaque, Blackhorn. Adrien sait qu'il ne peut pas laisser cela se produire. Il résiste à l'attraction, affronte ses démons intérieurs et force le pouvoir démoniaque à retourner dans sa cage. Lentement, il revient à lui-même en tant que prince Adrien juste à temps pour saisir la fin du discours de son oncle. L'oncle parle avec grandeur de la façon dont un chevalier ordinaire peut sauver la vie de 10 000 soldats et comment un chevalier exceptionnel peut en protéger des centaines de plus. Adrien écoute à peine. Pour lui, son oncle n'est plus seulement de la famille, mais le grand commandant de la frontière, l'homme qui mène des armées parmi les cadavres et la guerre. Même ainsi, Adrien n'a aucun intérêt pour le discours. Son indifférence irrite à nouveau l'oncle et il commence à s'en prendre au garçon. C'est alors qu'Adéla prend enfin la parole pour elle-même. Elle déclare que son corps et son âme appartiennent à Adrien et qu'elle ne suivra pas les paroles de l'oncle. Adrien ressent une étincelle de fierté face à sa détermination et sourit à son oncle. Il dit calmement que son objectif initial pour l'entraînement était simplement de l'aider à perdre du poids et maintenant qu'elle est arrivée jusque-là, il n'a plus rien à lui enseigner. Il dit à son oncle de partir et d'arrêter de se mêler de ses affaires. L'oncle s'en va furieux, sévère et visiblement irrité. Même après ce jour, il continue de visiter le palais sans s'arrêter, observant Adéla et surveillant leur entraînement de loin. Depuis qu'Adrien lui a strictement interdit d'intervenir, l'oncle ne peut rien faire d'autre que regarder. Voir cet homme arrogant lutter en silence devient étrangement divertissant pour Adrien. Peu de temps après, Adéla reprend sa position avec l'épée, et Adrien n'en croit pas ses yeux. Elle a déjà appris la renaissance de l'épée. Il l'applaudit, sincèrement satisfait de ses progrès, et pour la première fois, Adéla elle-même semble fière. Le moment paisible ne dure pas longtemps. L'oncle interrompt à nouveau et exige de savoir si Adrien lui a aussi enseigné le cœur de mana. Quand Adrien le confirme, la colère de l'oncle explose. Il commence à crier, accusant Adrien de lui avoir enseigné des astuces de voyage stupides au lieu de les garder pour lui. Adrien se retourne brusquement et lui ordonne de partir immédiatement. L'oncle le maudit, affirmant qu'il y avait un chemin bien meilleur et qu'Adéla avait un potentiel au-delà de l'imagination, qu'Adrien a maintenant gâché. Adrien reste calme et dit à son garde du corps d'escorter l'oncle dehors. L'oncle refuse d'être touché par un simple garde et sort en trombe de lui-même. Après que la tension soit retombée, Adéla demande doucement à Adrien si les techniques qu'elle apprend ne sont vraiment que des tours de passe-passe. Adrien le nie fermement. Il lui dit que son oncle ne comprend pas de quoi il parle. La vérité, explique-t-il, est que les gens de cette époque moderne ont complètement oublié ce qu'est vraiment un véritable cœur de mana. S'il ne l'avait pas fait, il ne l'aurait jamais jeté comme une paire de chaussures cassées. Avec une certitude tranquille, Adrien promet qu'elle découvrira bientôt le véritable pouvoir du mana. Plus tard, sur le terrain d'entraînement, l'oncle revient et place une épée en bois devant Adrien, exigeant qu'il fasse ses preuves. L'oncle déclare qu'il n'utilisera qu'une seule bague et que si Adrien parvient à le faire reculer ne serait-ce qu'un demi-pas, alors il reconnaîtra enfin les connaissances et le pouvoir d'Adrien. Adrien prend l'épée et demande calmement quel est le pari. L'oncle répond que si Adrien gagne, il lui accordera un vœu, tout ce qu'il veut, même les techniques secrètes de la famille. Ce n'est pas ce qu'Adrien veut vraiment, mais pour l'instant, il accepte les termes sans hésitation. Adrien fonce immédiatement, visant directement la gorge de son oncle. L'oncle ne fait que sourire et dit qu'il était évident qu'Adrien viserait le coup.
Comme prévu, Adrien attaque la gorge de l'oncle encore et encore. Chaque coup est rapide et précis, mais l'oncle esquive chacun d'eux avec aisance. Il se déplace sans effort, évitant les attaques jusqu'à ce qu'il bloque finalement l'épée d'Adrien et le repousse légèrement, demandant si c'est tout ce qu'il a. Il repousse alors Adrien et se moque de lui, demandant s'il a déjà abandonné. Adrien serre les dents. Il est têtu et trouve son oncle insupportablement agaçant, mais il ne peut nier une chose. Son oncle est terriblement fort et intelligent. Il attend le moment où Adrien libérera son mana, car ce n'est qu'alors qu'il pourra infliger une défaite bien plus écrasante, mais Adrien ne va pas lui donner cette satisfaction. Avec cette pensée, il commence à se parler à lui-même, trouvant étrange qu'il y a 400 ans, il y avait d'innombrables cœurs de mana et des chevaliers qui possédaient un cœur de mana accomplissaient des exploits incroyables. Pourtant, lorsqu'une compétence quelque peu utile est apparue plus tard, tout le monde a simplement oublié le cœur de mana et a adopté cette nouvelle compétence à la place. Au fil du temps, les gens ont commencé à croire que la technique de la chaîne de mana était une méthode de gestion du mana bien supérieure au cœur de mana. Bellard l'entend marmonner et demande ce qu'il essaie exactement de dire. Adrien répond calmement qu'il est totalement en désaccord avec cette croyance et que la comparaison elle-même est erronée. Adrien dit que ce n'était jamais que le cœur de mana était faible, c'était toujours que le propriétaire était faible. Il affirme clairement que tous les cœurs de mana ne sont pas fragiles ou inférieurs. Il demande alors à Bellard s'il a déjà entendu parler du poème martial héroïque. Bellard lui rétorque sèchement d'arrêter de parler, disant que le terrain d'entraînement est un lieu pour échanger des coups et des épées, pas un endroit pour des chansons et des poèmes. Adrien ne fait que sourire et lui dit qu'il est un imbécile de qualifier le cœur de mana de technique de bas niveau. Sur ce, Adrien commence à réciter le poème gravé profondément dans sa poitrine. Il chante 100 batailles gagnées contre 20 stagiaires qui rêvaient tous de devenir des guerriers martiaux héroïques. Alors que les mots coulent, le poème martial héroïque prend forme. La puissance commence à affluer en lui à chaque vers qu'il récite. La force de ses victoires se déverse dans son corps, dans ses bras et enfin dans sa lame. Lentement, son épée commence à briller, répondant au poème par sa propre lumière montante. La notification du système indique que les effets du poème de l'épargne ont été activés et le mana circule tout autour d'Adrien, mais Bellard reste indifférent, disant que peu importe ce qu'Adrien fait, cela n'aura pas d'importance. Tant qu'Adrien s'appuie sur le cœur de mana, il ne peut pas surpasser la chaîne de mana. Adrien fonce sur son oncle et Bellard esquive sans effort avec son épée. La mana de l'anneau repousse le flux du cœur de mana en arrière, faisant reculer légèrement Idrian. Mais en vérité, pour maîtriser le poème, Idrian s'est entraîné plus de 100 fois et a enduré la mana de l'anneau plus de 1000 fois. Pendant ces 100 matchs, il a affronté 1000 vagues de mana opposées. Il frappe avec son épée, libérant la puissance du Stained Say. Sa lame semble maintenant pleinement présentable. Mais lorsqu'il attaque à nouveau, Bellard esquive encore. Idrian continue, frappant à plusieurs reprises. Et pour la première fois, Bellard commence à montrer de l'inquiétude. Bellard rassemble toute sa puissance pour repousser Idrian. Il dit à Idrian qu'il est arrogant de prétendre que tous les cœurs de mana ne sont pas égaux. Il frappe son épée contre le sol, provoquant une explosion qui projette Idrian en arrière contre le mur. Bellard annonce qu'il s'ennuie de ce combat et déclare qu'il est terminé parce qu'il a déjà gagné. Idrian, cependant, réalise qu'à un rang commun, les points martiaux héroïques seuls sont inefficaces. Il utilise son épée pour se relever et commence à raconter l'histoire d'il y a 400 ans. Il explique comment les chevaliers ont commis une erreur critique. Ils n'ont laissé aucun ennemi à leurs descendants. Ils croyaient que leurs histoires, techniques d'épée, 6 battements du cœur et poèmes de leur victoire se transmettraient intacts. Mais ce nouveau monde a oublié les chants des dragons et des rois géants, les transformant en mythes trop absurdes pour être vrais. Bellard n'écoute pas du tout. Il croit qu'Idrian rêve et ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. Idrian se lasse des jeux et considère son oncle comme un chevalier arrogant et insensé. Soudain, l'obscurité du démon de l'épée, corne noire, s'élève comme une tempête au-dessus des yeux d'Idrian. Il déclare que si Bellard ne comprend pas le véritable pouvoir, il va lui enseigner. Les mains du démon envahissent complètement le corps et l'esprit d'Idrian. Il commence à réciter le poème de l'abattage du dragon. Son corps se tend sous l'immense pouvoir. Certaines parties de la chanson sont omises à cause de son rang inférieur, mais un vers puissant demeure. Idrian répète le mantra encore et encore. L'énergie pure de ce vers frappe Bellard avec force. Idrian attaque, et Bellard réalise que si cela continue, il pourrait mourir. Une autre explosion éclate, projetant Idrian en arrière sur le sol. Lorsque la poussière retombe, Bellard révèle qu'il n'utilise pas un seul anneau mineur comme promis, mais un pentagone complet d'anneaux. Idrian, cependant, est ravi. Même avec les 4 anneaux actifs, son épée reste intacte, tranchant à travers le mana de l'anneau avec la puissance du cœur de mana. Il se lève, laissant Bellard stupéfait et confus. Bellard s'attendait à ce que le mana de l'anneau dépasse le cœur de mana, mais ce n'était pas le cas. Idrian regarde directement son oncle et déclare calmement et fermement qu'il a perdu. Plus tard, le chant du dragon et l'épée frappent le corps frêle d'Idrian. Il s'agrippe au drap, les dents serrées, maudissant ce maudit Gesta Sanctorum. Plus tard, Idrian sait que la douleur est le prix à payer pour avoir forcé l'extraction du pouvoir du Gesta Sanctorum, le poème du dragon décapité. Son corps est maintenant en lambeaux, mais il sait que cela vaut tous les risques. C'est son premier exploit martial qu'il a entièrement tissé lui-même, et il en est fier. Il récite le poème encore et encore de mémoire. Le système
système montre que son rang de dieu des duels a légèrement augmenté, et il pense que ce sera suffisant pour le duel avec le troisième prince. Soudain, Adelia l'interrompt, rayonnante de joie parce qu'il a enfin repris connaissance. Elle lui raconte comment, après son effondrement, la reine était furieuse contre Bellard, et c'était la première fois qu'elle l'avait vu si en colère. Au fond de lui, Idrian ressent une petite satisfaction, pensant que cela sert bien son oncle d'être réprimandé par la reine. Adelia lui dit aussi que Bellard a demandé à être informé dès qu'Idrian se réveillerait. Idrian n'aime pas cette idée, mais il s'allonge, lui disant qu'il s'est réveillé juste assez longtemps pour savoir et qu'il veut se reposer. Il sait que s'il ne récupère pas correctement l'esprit endommagé par l'utilisation excessive de Gesta Sanctorum, il en paiera un prix terrible. Les souvenirs des réalités passées se mêleront au chaos, et finalement, la frontière de la réalité s'effondrera dans son esprit. Il deviendra un fou, bon à rien, piégé à nouveau dans les souvenirs de l'épée. Même penser à ce trou le fait frissonner car c'est le pire destin qu'il puisse imaginer. Puis il parle à Adelia de son ancêtre, Agnès Baron, un épéiste légendaire, et de la façon dont elle devrait pouvoir hériter des pouvoirs de Gesta Sanctorum. Adelia imagine à quel point son ancêtre devait être incroyable. Idrian explique que pour profiter pleinement du poème, elle devra devenir bien plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il lui a demandé ce qu'elle veut vraiment apprendre. Adelia est stupéfaite par la question, ses yeux s'écarquillent et elle hésite, bégayant à plusieurs reprises. Finalement, elle laisse échapper ce qu'elle a sur le cœur, déclarant qu'elle veut devenir l'épée d'Idrian. En entendant cela, Idrian se fige, complètement stupéfait par ces mots. Apparemment, certains Gesta Sanctorum commencent par le son d'une trompette entraînante, tandis que d'autres débutent par le premier pas à travers une plaine. Certains commencent par un serment sincère, tout comme le serment qu'Adelia prononce en ce moment devant Idrian. Elle jure de sacrifier sa vie pour lui et de consacrer tout ce qu'elle a à 5 choses pour son bien. Le système montre qu'elle offre un point de subordination. Idrian ressent le pouvoir et la présence de cela, réalisant que c'est le Gesta Sanctorum d'Adelia. Certains Gesta Sanctorum influencent également les autres, et dans ce cas, un nouveau Gesta Sanctorum se forme, créant un point de domination. Le point de subordination est un lien entre un maître et un serviteur, et Idrian est stupéfait. La descendante de la reine de l'épée a conçu cette forme de subordination devant lui, lui accordant un miracle auquel il ne s'attendait pas. Il sourit, pensant à tous les pouvoirs qu'il aura désormais. Tant que la subordination d'Adelia le vise, sa croissance profitera également à son propre travail. Il la remercie pour sa gentillesse, et Adelia le regarde avec admiration. Idrian ne sait pas encore quel type d'aide ou d'avantage elle lui apportera, mais il se sent certain quant à l'avenir. Quelques jours plus tard, Idrian est dans le royaume, ennuyé à mourir. Sa mère s'approche de lui, lui demandant s'il se sent un peu mieux. Idrian n'aime pas être questionné, et il a du mal à gérer les personnes chéries par le propriétaire original du corps. Il est tout aussi maladroit avec sa mère, qui a l'air quelque peu abattue. Elle demande s'il en veut à son oncle, puis essaie de le défendre en disant qu'il n'a pas vraiment de mauvaises intentions. Donc, même si Idrian a des ressentiments, il devrait simplement les ignorer. Quand Idrian répond qu'il ne ressent pas cela, elle crie qu'il devrait absolument le faire. Idrian est confus, se demandant ce qu'elle veut vraiment de lui. Depuis qu'il a balayé sa fierté et son arrogance ce jour-là, il lui est difficile de supporter. Ce jour-là, il a planté un démon du cœur dans l'esprit de son oncle. Si Bellard ne peut pas le surmonter, le démon grandira et il perdra ses fiers pouvoirs martiaux. Idrian ne se soucie pas des conséquences pour son oncle, ce sera sa propre perte. Sa mère dit que son oncle a passé toute sa vie plus proche des épées que quiconque, ce qui le rend maladroit et rude d'esprit. Mais récemment, Bellard semble apprécier Idrian, et a même personnellement persuadé le roi de lever sa détention plus tôt. Dès qu'elle a été levée, Idrian a piqué une crise de colère, mettant son oncle dans une position difficile. Idrian réalise alors que son oncle avait des raisons légitimes d'être en colère, mais il continue à agir comme un enfant gâté et ingrat, pensant « qu'a-t-il même fait pour lui ?» Pendant sa convalescence, un vieux savant nommé Niccolo Marciadel fut appelé pour lui servir de tuteur. Naturellement, Adrian Leonberger refusa de coopérer. Le vieux savant, Carls et Adelia regardèrent le prince se rouler par terre en faisant une crise. Niccolo a essayé de lui donner quelques mots d'encouragement, mais le prince gâté l'a mal pris. Une fois qu'il s'est un peu calmé, Adrien a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas besoin de leçons puisqu'il sait déjà tout ce qu'il doit savoir. Puisqu'il ressent cela fortement, Niccolo a suggéré une alternative. Ils pourraient simplement passer du temps ensemble et engager une conversation couvrant plusieurs sujets. S'il pouvait prouver qu'il n'avait pas besoin d'aide, le savant a promis de ne plus jamais revenir. À la fin de la journée, le prince était enflammé de passion alors qu'il participait ouvertement à des débats académiques sur la nature de l'homme. Niccolo a même suggéré un livre à parcourir basé sur le sujet qu'ils ont abordé. Dans ce texte, la relation entre le dirigeant et le sujet était représentée comme une sorte de contrat. Les monarques fournissent une partie du pouvoir militaire et économique aux détenteurs du pouvoir, et les détenteurs du pouvoir maintiennent le monarque sur le trône grâce à leur loyauté. Pendant toutes les années où il a vécu en tant que Gruan, Adrien en est venu à croire que les relations doivent être un échange. Avant qu'il ne s'en rende compte, toute la journée était passée. Le vieux savant rangea le bureau et conclut la session. Quand Niccolo fit ses adieux, le prince souriait d'une oreille à l'autre. Il ne s'était jamais autant amusé à bavarder. Dès qu'il a entendu la porte se fermer, Adrien a compris ce qui s'était passé.
Il avait été habilement amené à assister à une conférence complète contre son gré. Le vieil homme était assez rusé, mais Niccolo était également surpris par le premier prince. Le gamin était très différent de ce que les rumeurs disèrent de lui. Interdit de s'entraîner et libre des leçons de Niccolo, l'emploi du temps du prince était dégagé pour la journée, et il s'ennuyait. Avant qu'il ne puisse s'angoisser sur ses choix de vie et se morfondre, un invité, à savoir son oncle Bale Balorhard, le fit se lever. Adelia accueillit Onk. Cela faisait quelques jours depuis le dernier match d'entraînement. Bale avait l'air épouvantable. Il n'a pas pu surmonter le démon intérieur planté par son neveu néfaste. Aujourd'hui, Hunk est seulement venu pour présenter ses excuses. Il a rompu la promesse qu'il s'était faite et a causé une grande blessure au prince pour cela. Il ne fera aucune excuse, même si les blessures d'Adrien étaient les fruits douloureux d'un surmenage. Son oncle devait se tourmenter à cause des ennuis d'avoir blessé un membre de la royauté. Pour corriger ses erreurs, l'oncle Bale a proposé de donner au gamin tout ce qu'il pourrait demander. S'il doit renoncer à ses yeux ou à ses bras pour régler les comptes, il le fera. À la fin, Adrien se sentit mal pour cet homme talentueux piégé par un démon intérieur si trivial et décida d'être généreux. Le premier prince exprima sa demande. Il voulait juste sortir un peu. Sa période de confinement forcé est terminée, donc il devrait être libre de partir. Mais le prince ne parlait pas de faire un voyage d'une journée. Il prévoit de s'aventurer loin en dehors de la capitale. Fixer le calendrier prendra du temps et ils ne peuvent pas viser un endroit trop éloigné non plus. Bale accepta sa demande et se mit immédiatement au travail pour la réaliser. Après le départ de son oncle, le prince resta dans la pièce avec Charles. Il pensait que le patron exigerait quelque chose de plus déraisonnable. Après tout, on n'obtient pas la faveur d'un comte tous les jours. Franchement, Adrien voulait juste que le vieil homme arrête d'agir de manière si rigide et pathétique. Alors il a demandé quelque chose de gérable. Entendre le patron parler si franchement a égayé la soirée. Soudain, Adelia entra dans la pièce avec une lettre très attendue à la main. C'était un journal de mise à jour soigné de Lady Arwen Kirgayon. Elle a fait une petite percée et pourra bientôt rendre visite. Le message était court et agréable, une bonne nouvelle parfaitement synchronisée. 5 jours plus tard, oncle Bale envoya un message indiquant que tout avait été réglé. 2 jours de plus passèrent, et le jour du départ arriva. Le premier fief qu'ils traverseront s'appelle Elun. Le prince était tellement excité qu'il ne pouvait pas rester en place. Vous voyez, le comté d'Elun est le meilleur site de production d'armement du palais royal. Il possède une mine de fer pour fournir du matériel de haute qualité et une guilde de forgerons pour le raffiner. Plus de la moitié des armes et armures livrées à la famille royale proviennent d'Elun. Depuis que le niveau d'Adrien a beaucoup augmenté dernièrement, il a hâte de trouver une nouvelle lame pour lui-même. À l'origine, il prévoyait de prendre une belle épée de l'armurerie royale. Malheureusement, il a été bloqué par un ordre royal du roi. En considérant comment le prince Gras se déplaçait, il ne pouvait vraiment pas blâmer son père. Au moins, il peut obtenir une arme correcte en dehors du palais. Étonnamment, Tonton prenait l'excursion au sérieux. Ainsi, le voyage d'environ 20 jours avait commencé. À 3 jours de la capitale, ils atteindront la première étape, Elun. Ensuite, ils s'aventureront pendant encore 2 jours vers le château du Lion de Fer. Actuellement, Adrien est coincé à l'intérieur d'une calèche depuis 3 jours entiers, s'ennuyant à mourir. Adelia est assise en face de lui, mais elle n'est pas amusante non plus. Peut-être que son temps serait mieux employé à vérifier son cœur de mana à la place. Actuellement, son réservoir est vide à cause de l'effet secondaire de l'utilisation excessive du poème Tueur de dragons. Il devrait être sûr de commencer à le remplir à nouveau lentement. Il a perçu la vibration tremblante de la calèche, le courant d'air froid du vent et le bavardage des chevaliers, et a rassemblé les particules de mana nées de ces choses. Finalement, il a pu reformer et remplir son cœur de mana vide. À sa grande surprise, le cœur de mana qu'il a conjuré était bien plus grand que le précédent. C'est juste un petit aperçu de la volonté supérieure. C'est l'influence de s'être forcé à utiliser le poème. Sa constitution physique a subi un changement qualitatif, élargissant son cœur de mana et améliorant sa capacité à stocker plus de jus. Par des moyens non conventionnels, il a atteint le niveau d'expert en épée, améliorant sa connexion avec la source et levant la restriction pour certaines de ses autorités. Son 3e œil et sa 3e oreille ont été considérablement améliorés. Dans l'ensemble, une seule séance de méditation l'a poussé à un niveau différent. Il pouvait sentir le changement radical dans chaque petit mouvement. Il a fait un pas de plus en avant. Après ces 3 longs jours de voyage en chariot, la caravane atteignit enfin Elun. Le premier prince fut accueilli avec respect et escorté personnellement par Edgar et Torrance Elun, fils du seigneur de la ville. En considération de leur long voyage, Edgar proposa de guider tout le monde vers leur chambre d'abord. En se promenant dans le manoir d'Elun, Adrien comprit pourquoi ce comté était surnommé le centre de production d'armement. Les couloirs étaient remplis de toutes sortes d'armes. En y regardant de plus près, on verrait que les lames exposées ne sont que des pièces voyantes, des morceaux de métal inutiles en combat réel. D'après ses premières impressions, Adrien doutait de trouver ce qu'il cherchait dans cet endroit. Il a donc demandé à être conduit à la guilde des forgerons du territoire. Edgar a volontiers accédé à sa demande. En chemin, le seigneur local a averti le prince que les forgerons sont des gens rudes et têtus sans exception. Lorsqu'ils sont complètement absorbés par leur travail, ils ne remarquent même pas si le seigneur leur rend visite. Edgar donna à Adrien un long préambule pour respecter l'esprit artisan, même si cela pouvait sembler un peu offensant. La chaleur du four est intense lorsqu'ils entrent dans la pièce où la magie opère. L'air était rempli du bruit du fer martelé avec force, des flammes qui clament, des soufflets qui sifflent.
Les forgerons utilisent le feu et le fer en parfaite harmonie. Parmi les artisans dans cette pièce, il y a un son exceptionnellement clair qui a coupé le souffle du prince. Un vieil homme forgeant diligemment une épée au milieu de la pièce a capté toute l'attention d'Adrien. Pour une raison quelconque, chaque coup rythmique du marteau rappelait à Adrien son premier souvenir en tant que gruand. Adélia essuya la sueur de la joue de son seigneur, sortant le prince de sa rêverie nostalgique. Tandis que le reste de la forge avait cessé de travailler pour offrir leur humble salutation au prince, le vieil homme poursuivait ses efforts concentrés. Edgard présenta l'homme à la tête du comité d'accueil comme Saxon, chef de la guilde des forgerons. Adrien s'en fichait. Tout ce qu'il voulait, c'était regarder le maître forgeron à l'œuvre devant lui. Saxon a essayé de s'attirer les faveurs de la royauté et a crié à l'ancien de s'arrêter de travailler et de montrer du respect au prince. Adrien a dû attraper ce fils de pute par la bouche pour l'empêcher de gâcher les choses. D'après les établis vides et les regards mal à l'aise qu'il recevait des autres forgerons, on dirait que le chef de la guilde a traîné tout le monde dehors sans qu'on le lui demande. En signe de respect, il implora les forgerons de reprendre le travail. Avec tout le monde de retour à leur poste, le prince se concentra et continua à regarder ce véritable spectacle. Il se tenait là, regardant un vieil homme torse nu marteler de l'acier brûlant à plusieurs reprises. Le prince était complètement absorbé par le processus. Il était au milieu d'un monde en feu. Pendant toutes les années de son existence, il n'avait jamais ressenti cette sensation auparavant. Après avoir quitté la forge, Edgar expliqua que le vieil homme forgeait et fondait la même épée depuis un demi-an. Chaque épée qu'il forgeait était considérée comme un chef-d'œuvre. On ne l'appelle pas le maître artisan pour rien. Aucune de ses créations ne manquait de qualité. Pourtant, il les faisait toutes fondre de la même manière. De plus, depuis un mois, le vieil homme dormait à peine. Il s'est entièrement consacré à son travail. Étant donné son âge, c'est un peu inquiétant. Plusieurs jours après leur arrivée à Elan, le prince a pris l'habitude de visiter la forge tôt le matin et de partir tard le soir. Il se contentait d'observer le maître artisan pour suivre sa routine intense en silence. Contrairement à la tension causée par l'arrivée du premier prince, il n'a causé aucun incident. Son séjour à Elan a finalement atteint son dernier jour. Le jour du départ, le maître artisan travaillait plus dur que d'habitude. Le prince espérait rester jusqu'à voir le produit final, mais qui sait combien de temps cela prendra. Il ne peut partir qu'avec un profond sentiment de regret. Il y a d'innombrables affaires à régler. À la veille de leur départ, Adrien ordonna à ses gens de préparer un banquet d'adieu. Après le banquet, Edgar est venu en courant à sa porte dès le matin. Il criait avec excitation au sujet de l'épée finie du maître artisan. Excité comme jamais, le prince courut vers la forge et vit le vieil homme tenant une arme majestueuse. Il nettoyait doucement les bords de sa nouvelle création mortelle. Une fois qu'elle était 100% propre et aiguisée, le maître artisan remit volontiers l'arme au prince. En regardant la lame, Adrien pouvait visualiser les mots qui encapsulaient parfaitement le moment. C'était une arme chauffée comme le soleil se levant à l'horizon, et elle refroidit jusqu'à ce que sa teinte corresponde aux robes cramoisies royales, une épée semblable au soleil, et le roi est né. Lorsqu'il s'est agi de nommer l'épée, l'artisan a suggéré le nom d'Amerang. Pour l'artisan, cela signifie crépuscule. Pour le prince, ce sera l'aube. Une fois l'arme remise à son propriétaire légitime, l'épuisement rattrapa rapidement le vieil homme. Avant qu'il ne s'effondre au sol, le prince rattrapa le maître artisan. Sentant le pouls faible dans le corps du vieil homme, Adrien décida de passer une nuit de plus à Elan. Sur son lit de mort, le vieil homme raconta le moment où il vit le prince le regarder travailler. Ce premier jour-là, l'épée prit forme dans son esprit comme guidée par le destin. L'épée elle-même choisit le jour où elle naîtrait. Sachant que l'artisan était déjà en route vers l'au-delà, Gruand décida d'être honnête et révéla son secret. Étonnamment, le vieil homme prit la révélation assez bien. Un forgeron et une ancienne épée peuvent mieux comprendre le cœur de l'autre. Comme dernière demande, l'artisan tendit sa main tremblante et demanda à tenir la dernière épée qu'il avait forgée pour un moment. En tenant la poignée, il bénit l'épée pour qu'elle soit aussi grande que son propriétaire l'avait été autrefois. Adrien a promis que ce serait le cas, et le vieil homme a finalement rendu l'âme. Quand le soleil s'est levé, Edgar est revenu en courant à la tente du prince pour vernir la nouvelle épée, d'Amerung, une lame forgée avec sa propre âme. Il a essayé de convaincre le prince que l'épée du vieil homme n'était pas adaptée pour être maniée et qu'il devrait utiliser une épée magique à la place. Bien que n'étant pas de premier ordre, l'épée magique présentée par Edgar était au moins de bonne qualité moyenne. Voyant à travers le stratagème d'Edgar, le prince prit sans vergogne l'épée magique et refusa d'abandonner Damerung. Pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de résistance, il fit pression sur Edgar en utilisant la loyauté de la famille Elan envers la couronne. Tout ce que le noble rusé pouvait faire, c'était avaler la perte et faire bonne figure. Il avait prévu d'attirer le prince avec une épée magique tape à l'œil en échange de la lame du maître, pour finir par donner 2 armes précieuses gratuitement. Sans plus de retard, la caravane se mit en route. La cavalerie avançait à toute vitesse tandis que les carrosses et l'infanterie suivaient à un rythme mesuré. Pour rattraper les retards, ils doivent se dépêcher. Sur le chemin de sa voiture, le prince a heurté oncle Bale. Ils se sont à peine vus pendant tout le temps qu'ils étaient à Elan car Bale était occupé avec une tâche séparée. À partir de maintenant, ils chevaucheront dur pour atteindre la forteresse du Lion de Fer avant la tombée de la nuit. Curieusement, le prince ne s'est pas monté à cheval.
Il a littéralement été une épée pendant Dieu sait combien de temps, alors comment saurait-il monter à cheval? La route vers le château du Lion de Fer était chaotique, il devait apprendre à monter en chemin. Il y avait beaucoup de vomissements, des cabrages de cheval fou et des virages très évitables. Même si ce n'était pas le voyage d'une demi-journée initialement prévu, ils ont réussi à atteindre la destination en environ une journée complète de trajet. Le prestige des Lions de Fer de la maison de Walrodan était incarné par le comité d'accueil organisé pour recevoir le noble descendant de Léon Berger. Ces lions étaient beaucoup plus enthousiastes que prévu. La raison était évidente. Ces garçons ne doivent pas être contents que leur déesse ait été enlevée par un prince bon à rien. Pensant qu'il serait amusant de provoquer les lions, Adrian marcha avec confiance vers Arwen. Une fois face à face, la chevalière honorable plia le genou et offrit le salut le plus respectueux à son seigneur. Les Lions de Fer ont presque bondi sur le premier prince à ce moment-là. Leur réaction fut assez immédiate, tout comme celle d'Adelia Bierns. Si Adelia perd ses repères face à l'hostilité en ce moment, ce serait une mauvaise nouvelle. Le prince devait la sortir de sa rage meurtrière bouillonnante. Heureusement, il a constamment développé sa soumission. Il se tourna vers Arwen et invita la rose épineuse à le suivre ailleurs. Il y a beaucoup d'histoires qu'ils n'ont pas encore partagées. Ce serait mieux si les lions derrière elle les accompagnaient. La première étape du prince à son arrivée fut le terrain d'entraînement. Il était très impatient de voir le Lion de Fer, qui est dit être le meilleur du royaume, en action. Adrian a lancé un défi ouvert à quiconque assez courageux pour se présenter, mais son statut de premier prince était un peu pesant. Alors, il a promis sous le nom de Léon Berger que personne ne serait tenu responsable des résultats de n'importe quel duel aujourd'hui. Quand les dorlotés n'a pas fonctionné, il a eu recours à provoquer les lions. Si personne ne croise le fer avec lui, la réputation mondiale ne doit être qu'un bluff, n'est-ce pas? Ne pouvant plus supporter les provocations, Dale de la maison de Nantes s'est avancé. Il a affirmé être loin d'être digne de représenter l'épée des Lions de Fer, mais il est prêt à se défendre. Le prince était simplement content que quelqu'un ait réellement mordu à son appât de rage. Dale ici a décidé de prendre l'initiative et a chargé avec sa lame en bois dégainée. Adrian reçut le premier échange avec une réponse tonitruante qui dévasta le corps de Dale de l'intérieur. Sa tête rouge glissa sur le sol boueux du terrain d'entraînement. Un de moins, beaucoup d'autres à venir. Le prince implora les chevaliers de se mettre en ligne et de l'affronter. Ensuite sur la liste était Paul Rothheim, un étudiant de 3e année, contrairement au débutant Dale. Comme prévu, le chevalier au visage poupin a été battu sans se battre. Ali, un apprenti de 5e année, pensait qu'il avait la sauce. Il ne l'avait pas. Judith a suivi et le prince lui a montré l'égalité des droits, l'égalité des combats. Chaque personne envoyée par les fiers Lions de Fer a perdu de manière spectaculaire. Cette raclée a duré une demi-journée. Adrian n'a jamais subi une seule égratignure. Après avoir nettoyé les apprentis, le prince a ressenti l'envie de s'en prendre aux membres officiels de l'ordre des chevaliers. Pour semer encore plus de troubles, il annonça bruyamment qu'Arwen rentrerait avec lui. La rose épineuse n'hésita pas et accepta le caprice de son seigneur. Ce simple stratagème poussa l'un des membres officiels des Lions de Fer à se lever et à parler. Le chevalier avait entendu parler de l'amour du prince pour le jeu, alors il proposa un petit pari pour animer les choses. Avant que le chevalier ne puisse s'embarrasser bêtement, Adrian a mis le holà et a établi qu'Arwen n'est pas un prix pour un tournoi. Il devrait apparier autre chose à la place. Il a jeté l'épée d'entraînement usée et a demandé à Carls une vraie lame. Le premier prince a dégainé l'épée magique et l'a mise en jeu pour un duel. Quiconque ayant une bonne vue pouvait voir que l'épée magique est un trésor. Mal à l'aise avec l'arrangement, Arwen a essayé de se porter volontaire comme prix, mais elle est simplement 1000 fois plus précieuse qu'une simple épée. La valeur d'un futur maître d'armes est incomparable à celle de l'acier forgé. Denham de la maison Fahrenheit a accepté le défi. En tant que chevalier officiel du Lion de Fer, il est sur le point de briser une triple chaîne. Il est essentiellement sur une double chaîne. Son épée est la 17e lame fabriquée par le maître artisan. Pour que ce soit équitable, il est également prêt à parier cette arme précieuse dans un combat singulier. Prenant ce combat un peu plus au sérieux, le prince a décidé d'utiliser son arme principale. Dans ses mains se trouve la 100e et dernière œuvre du maître, achevée il y a seulement quelques jours. Denham attisa ses chaînes. Bien qu'il ne soit pas d'accord avec le chemin de l'épée que le prince emprunte, les efforts pour y parvenir sont évidents. Par respect pour cela, Denham a juré de donner le meilleur de lui-même dans ce duel. Adrian ne s'habituera jamais à ce que les gens qualifient mesquinement son Manahart de mauvais chemin. Il a appris que le respect qui lui est adressé devrait plutôt appartenir à son peuple travailleur. Le prince implora sa servante en formation de chevalier, Adélia, de regarder attentivement ce qui allait se passer. Ce chemin est celui qu'ils emprunteront tous les deux. Affectée par l'aura de son seigneur, Adélia s'accorda inconsciemment à sa fréquence depuis l'arrière. Sans faute, elle est prête à faire tout ce que le prince veut et a besoin.